Oui, mais c'est pas la demande qui fait que le prix monte. C'est la rareté qui fait que le prix monte. Raconte-nous un fail. C'est quoi? C'est sûr, dans cette belle carrière-là, J'ai plus de fail que j'ai de win. j'adore. Puis c'était quoi le mauvais objectif? C'était de pourchasser de l'argent. Parce que je trouve que l'argent, c'est futile. Tu vas courir après, tu vas en faire, tu vas en perdre. L'inflation va faire que tu vas en perdre une certaine partie. Tu vas faire des mauvais deals, des mauvaises transactions. L'argent, c'est un résultat. C'est pas un objectif. Tout à fait. C'est juste comme ça qu'il faut le voir. C'est vrai. L'argent, c'est le résultat. Fait que si tu fais ce qui te passionne puis que tu te donnes à 200%, Ça va venir elle inévitablement. va venir, inévitablement. La personne qui a acheté 300 portes, 1000 portes d'un coup, blablabla, ou qui l'ont fait dans un court laps de temps, puis ils comprennent. Tu sais, souvent, ils vont me dire, mais Chris, lui, comment il a fait? Mais c'est tout ça, la mécanique derrière qu'il faut que les gens ne parlent pas. On parle du succès, du coup de circuit, mais il faut comprendre la mécanique en arrière. Ce que les gens n'ont pas retenu dans ce qu'ils disent, c'est qu'il faut déjà que tu sois dans les centaines de millions de dollars pour vivre de ta dette. Avant de te rendre là, tu ne peux pas vivre de ta dette. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. J'ai des annonces à vous expliquer. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter les annonces que j'ai pour vous. Sinon, avant de terminer la vidéo, allez à la conclusion pour écouter les annonces parce que je fais des événements. Vous allez avoir l'opportunité de me rencontrer, de serrer la main d'investisseurs immobiliers. Si vous recherchez du partenariat, si vous recherchez des deals, si vous désirez embarquer dans le monde de l'immobilier, allez à la fin de la vidéo où est-ce que je vais vous expliquer les annonces que j'ai pour vous. Jess, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci de m'inviter sur ton podcast. Ben, c'est moi. Merci d'avoir accepté parce que c'est drôle, on se connaissait pas. On s'est rencontrés à l'événement justement chez Luc Poirier des Inspirés de l'immobilier. Puis on a connecté pour la première fois, mais c'est drôle. Tu as capté mon attention hyper rapidement avec ton énergie. C'est sûr que tu es quelqu'un qui est plus grand que moi, mais avec juste les propos puis dans qu'est-ce que tu fais, fait que c'est pour ça que j'ai voulu t'avoir. Donc merci d'être là. Ben, merci. Je prends tout ce que tu viens de dire comme un compliment. Yes. Puis, juste avant de commencer, justement, tu m'avais dit quelque chose juste pour que les gens puissent comprendre pourquoi j'ai voulu t'avoir. C'est que toi, tu es dans le monde des affaires, right? Exact, oui. Puis, tu avais dit quelque chose que, avec ton expérience, t'aides les gens parce que 50% vient de tes erreurs ou l'expérience. Oui. Je veux que toi, tu le dises dans tes mots. OK. Ah oui, OK. Ça, j'aime ça. Fait que ce que j'explique souvent aux gens, parce que souvent les gourous de ce monde vont parler comme s'ils avaient tout compris puis avaient créé leur propre connaissance. Mhm. Et moi, ce que je dis aux gens souvent, c'est que grâce à mon parcours, mes connaissances viennent de 25% de mes succès, Mhm. 25% de mes défis ou mes défaites, OK. puis 50% de mes clients et comment eux ont vécu leurs défis et leurs réussites. Fait qu'à travers mes 30 ans d'expérience comme conseiller, consultant en marketing dans toutes les autres entreprises que j'ai eues, j'ai vu les autres vivre certaines choses et j'ai appris énormément de leurs expériences, en plus de la mienne. Et donc, 50% de tout ce que je sais aujourd'hui vient de leurs expériences et d'avoir fait partie de leurs expériences. Puis, pourquoi ça a connecté avec moi? Parce que c'est exactement ma réalité en tant que courtier immobilier. Parce que, oui, j'ai mes expériences des immeubles que j'ai achetés, mais j'ai pas 50 000 portes. Mais par contre, j'ai accompagné des investisseurs, j'ai accompagné des acheteurs, j'ai accompagné des intermédiaires. Puis tout ce beau package-là de connaissances, d'expérience de ces gens-là, ben, ça fait un beau melting pot de qu'est-ce que tu viens de dire. Ben oui, puis ta profession, elle est bâtie un petit peu sur, justement, les essais-erreurs des autres. Exact. Et les miennes. Et les tiennes aussi, exactement. Fait que quand tu fais un achat, puis tu vois quelqu'un qui est tout content, puis tu lui dis, ben, t'es-tu sûr que tu vas aller dans ce chemin-là parce que voici les problèmes, puis il te regarde, puis il dit, non, moi je le sais, je sais ce que je veux, il l'achète, puis 6 mois plus tard, 1 an plus tard, il est dans une situation précaire. Mais toi, tu apprends de cette décision-là que lui a pris. Parce que tu regardes son parcours, tu regardes comment il a décidé, y a-tu bien fait ses choses, y a-tu fait ses mathématiques avant? Tout à Exactement. fait. Puis pour les gens qui ne connaissent pas, qui est Ghislain Roy? D'un point de vue personnel ou professionnel? Les professionnels. OK.
Je pose la question parce que oui. ça peut être dans les deux sens. Ghislain Roy, c'est un créatif cartésien OK. qui a toujours été dans le monde des communications, du marketing, puis le monde de la création, mais qui a toujours aimé gérer ses entreprises. OK. Donc, j'ai commencé très jeune. Première petite business que je me suis ouvert, c'était une agence d'artistes. J'avais 16 ans. Ça a duré le temps que ça a duré. Ça a juste été cute. Puis, c'est pas grave. Au moins, j'ai essayé parce que j'ai commencé comme artiste. Là, j'étais mannequin pendant plusieurs années. Comme vous pouvez voir, on reste pas mannequin longtemps. Mais c'est ça. Puis après ça, à 17 ans, j'ai ouvert un autre business qui a été vendu. Puis après ça, je suis allé partir aux États-Unis. Je suis revenu. J'ai travaillé avec mon frère dans son agence de publicité. Puis là, j'ai eu comme un coup de foudre pour le domaine des communications puis de la publicité. Et pendant des années, j'ai été dans ce domaine-là particulièrement. Puis j'ai ouvert des business en parallèle à travers tout ça. Quand tu dis tu as ouvert des business, dans quel champ d'expertise, dans quelle niche exactement? C'est drôle, hein? Puis je vais te dire quelque chose que j'ai jamais dit dans aucun autre podcast Vas-y. par la suite. Moi, j'ai toujours voulu être un chanteur. OK. Ouais. Puis, à un moment donné dans ma vie, excusez-moi, j'ai été signé, puis, tu sais, il y avait beaucoup de potentiel, puis malheureusement, je me suis saboté moi-même. Et j'ai dit, mais moi, je vais me produire. Et donc, tous les business que j'ouvrais pendant les 10 premières années en affaires, ça avait toujours un lien avec apprendre pour un jour pouvoir me produire moi-même. OK. Donc, j'ai eu une entreprise dans une boîte de production de vidéos. J'ai eu la première agence publicité au Québec qui faisait du 3D pour les PME. OK. OK? Donc, dans le temps de Jurassic Park puis de Toy Story, c'était très, très, très dispendieux du 3D. Fait qu'on était les seuls qui avaient amené ça à un prix abordable. OK. Parmi les premiers à faire des sites web au Québec aussi. Ben, en fait, au monde. Wow. Ben, parce que ça a ouvert en 93, puis mon agence est en 95. On OK. faisait déjà des sites web. Fait que ça te donne une idée. Là. Puis Ouais, j'avais ouais. commencé avant pour l'agence pour qui j'étais. Fait qu'on était pas mal les premiers là-dedans aussi, les premiers en 3D. Mais c'était toujours des choses qui avaient rapport avec les médias, parce que je me disais toujours, plus j'en sais, plus je suis actif, plus un jour je vais pouvoir m'autoproduire, puis tout savoir, puis ça sera toutes mes compagnies qui géreront mon lancement de disque, mes affaires. Puis à travers ça, mon side hustle, c'était photographe, parce que j'étais mannequin, puis quand j'ai arrêté d'être mannequin, je suis devenu photographe. Fait que 3 mois par année, je partais faire de la photo. OK. Fait que mode et publicitaire, parce que vu que j'étais en publicité, ben, je prenais mon talent de photographe, puis je m'en servais dans l'agence. OK. Fait que ça a toujours eu un petit lien jusqu'à, je te dirais, que je rentre dans le domaine des casinos. Et là, on a ouvert une agence de publicité qui se concentrait sur les casinos en ligne et les casinos terrestres. Fait que Casino on Net, Golden Palace Casino, MGM, Atlantis, tout ça, c'était tous nos clients. À Las Vegas, là? Tous les sortes de casinos, autant Wow. en ligne que terrestre. Ouais, OK. exact. Parce que là, on parle de avant AdWord. Mhm. En fait, on a fait partie de la transition de AdWord, mais avant AdWord, tu achetais les mots-clés. Mhm. Puis tu peux acheter tout l'inventaire si tu voulais. Donc, tu achetais le mot Blackjack sur Altavista ou sur Google. Oui. Tu l'achetais, puis tu le revendais. À ces compagnies-là qui Exactement. le vendaient plus cher. Exactement. Fait que, puis on faisait des bannières, puis il y avait des réseaux de bannières à travers l'Internet, puis il y avait, dans ça, là, c'est le flash, les bannières en flash, 468 par 60, je me rappelle même des formats. Puis après ça, ben on a comme, avec un autre domaine que j'aime moins mentionner, mais j'ai pas été dedans, mais tu sais, je le dis souvent, en publicité sur le web, les plus grands innovateurs, ça a été le gambling et le porn. Alors, pourquoi tu dis innovateur? Écoute-moi, tu cherches des deals, des opportunités, mais tu ne sais pas où les trouver. En plus, tu n'as pas le temps, ni l'expertise, ni les connaissances pour vraiment structurer des projets d'investissement immobilier. Par contre, tu serais ouvert à du partenariat, à embarquer dans des projets d'investissement à un gros niveau. Si ça t'intéresse, clique le lien plus bas pour qu'on puisse tout simplement avoir une conversation puis discuter de comment je peux t'aider à travers tout ça. Alors, pourquoi tu dis innovateur? Parce que c'est eux qui devaient toujours trouver des façons alternatives d'aller chercher de nouvelles clientèles. Donc, c'est eux, tous les méthodes de marketing web qu'on voit ont été initiées par ces deux domaines-là. Wow. Fait que les pop-unders, je sais pas si tu te rappelles des pop-unders, Ouais. les pop-up, Les pop-up. tout ça, c'était initié par le domaine du gambling puis du porn. Ça fait tellement... Oh my God, ça fait tellement du sens parce que, justement, quand le streaming a commencé,
puis que là, tu pouvais voir des films piratés sur streaming, ben c'est quoi qui arrivait? Moi, avec un Mac, je pouvais aller regarder des films streamés, mais qu'est-ce qui arrivait? C'était tout le temps sur des sites piratés. Fait que là, quand tu cliques sur le film, puis là, tu veux le voir, qu'est-ce que tu avais tout le temps? Un casino. Toujours ou un porn. pop-up de porn ou de casino, effectivement. Et voilà. Puis je vais aller plus loin que ça. La super idée des podcasts, que tout le monde pense que c'est un gars de marketing intelligent qui a passé ça, c'était les streaming girls dans le porn qui ont commencé ça, du live streaming. Pour attirer de la clientèle. Bien sûr. Puis c'était souvent des escortes, d'ailleurs, parce qu'ils faisaient des live streams. Puis là, les gens disaient, ils tripaient. Puis que là, les OnlyFans, là, c'est juste l'évolution de quelque chose qui existait dans les années fin 90, début 2000. Ça fait tellement de sens. Ben oui. Avec ton track record, c'est quoi c'est quoi en chiffre la plus grosse compagnie? Ben, c'était quoi les revenus d'une des plus grosses compagnies que tu as aidé ou de plusieurs? Que j'ai aidé. Que tu as aidé, contribué, parce que... Ah, mon Dieu, c'est dans les centaines de millions par mois. Je veux dire, j'ai travaillé avec Hydro-Québec, j'ai travaillé avec Météo Média, j'ai travaillé avec Canal Vie, j'ai travaillé avec MGM. Là, on parle de centaines de millions par mois. J'ai travaillé, tu sais, je veux dire... Puis dans les compagnies dans lesquelles t'en faisais partie ou tu avais des parts? Ça, j'aime moins parler de ça pour plein de raisons, mais il faut que je prenne l'habitude de le faire, parce qu'on me dit toujours, Justin, on veut apprendre de ton parcours, puis ton humilité nous empêche d'apprendre de ton parcours. Effectivement, c'est bien dit. Ce que je peux te dire, c'est que certaines de mes entreprises, surtout dans le marketing, pouvaient acheter pour des dizaines de millions de dollars d'inventaire par mois. OK. Wow. Ouais. OK. Ouais. Puis, ben dans tout ça... Ça ne veut pas dire que le président fait de l'argent. C'est pas parce que l'entreprise est rentable que le président, lui, s'en met dans ses poches. Ça, c'est un excellent point. En moyenne, dans les grosses compagnies que tu as aidées ou peu importe que tu as contribué, avec ton savoir, ton expérience, c'est quoi le net environ? Parce que juste avant que tu répondes, moi, j'avais remarqué que dans l'immobilier, les grosses équipes qui vont générer environ dans les alentours de entre 1 à 5 millions, leur net va être dans les alentours de 20 %. Puis la semaine passée, je parlais avec un gars de business. Personnel ou de l'entreprise? C'est celle de l'entreprise, le 20 %. Celle de l'entreprise. Oui. Puis quand je parlais avec un gars de business l'autre fois, lui me disait sa business, dans les bonnes années, admettons, dans des bonnes années, il va faire proche de 10 %. Comme s'il fait en haut de 10 %, c'est comme extraordinaire. Toi, qu'est-ce que tu en dis dans le monde des affaires, dans les entreprises? La moyenne, si je ne m'abuse, toute industrie confondue, c'est entre 6 et 12 % net. De net, qu'est-ce qui va rester? Net, oui. Fait que s'il fait 5 millions, 10 millions, 20 millions... Il va faire 500 000, entre 120 et 500 000 de profit net. Une fois que les salaires sont payés, le loyer est payé, tout est payé. Mm-hmm. Est-ce que c'est vrai que plus les transactions sont grosses, moins que le net, plus le net va diminuer? Ben oui, ça dépend. Ça dépend dans quel domaine que tu es. Là, on ne parlera pas d'immobilier. Non, mais on ne parle pas d'immobilier. Parce que dans l'immobilier, non. Non, effectivement. Mais on pourra en parler parce qu'il n'y a pas tant de net dans l'immobilier. Il y a cette fausse notion que tu fais beaucoup d'argent dans l'immobilier, mais tu n'en fais pas beaucoup. Surtout si tu te réhypothèques à chaque fois. Aussi. Ouais, la majorité font ça, puis ils ont l'impression qu'ils ont beaucoup d'argent parce qu'ils disent qu'ils retirent leur dépôt, mais en fait, ils ne le retirent pas, ils l'empruntent. Pour réinvestir. Oui, mais ils l'ont emprunté. C'est vrai. Puis là, ils vont le faire 4 fois, puis ils vont payer 4 fois les intérêts, puis qu'en fait, à la fin, ils payent du 10 sur le capital qu'ils pensent qu'en fait, ils ont retiré puis sur lequel ils vivent. Mais c'est pas leur capital. Puis ça ne l'a jamais été. C'est bien dit. Merci pour cette précision-là. Oui. Fait que ça, c'est une fausse notion de richesse. Du côté des affaires. Du côté des affaires, ça dépend, mais c'est parce que, bon, il y a la notion c'est drôle, j'ai eu cet argument-là l'année dernière, je pense, sur le web avec des amis, sur la demande. La demande qui gère le prix. Puis moi, je dis souvent, la demande fait que le prix descend. Puis tout le monde dit, ben non, Ghislain, c'est le contraire. La demande fait que le prix monte. Mm-hmm. OK. L'offre et la demande? Oui, mais c'est pas la demande qui fait que le prix monte. C'est la rareté qui fait que le prix monte. Merci pour la précision. Exact. Fait que les gens confondent les deux. Donc, si la demande, elle est trop élevée pour la production, Mm-hmm.
Là, le prix va monter parce que tu ne produis pas assez, tu crées une rareté, puis la personne va vouloir payer plus. C'est un peu le concept du Bitcoin, exemple. OK. Right? Ils ont limité la production de Bitcoin, donc il est rare, difficile à produire et de plus en plus difficile à produire, donc il prend de la valeur. Ça reste de la spéculation, là, mais c'est un exemple. Donc, mais si la demande est là et la production est là, le prix va descendre. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, la réponse à ta question, c'est si moi, je produis 100 millions d'unités par jour, mon seuil de rentabilité va être plus grand, donc je vais faire plus d'argent à la fin de l'année, mais par unité, il va être plus bas parce que je peux en produire énormément. Je comprends. Right? Et donc, mon réseau de distribution est plus dispendieux, mais ça ne me dérange pas parce que j'en vends tellement que j'aime mieux en vendre plus. OK. Là, je ne sais pas si c'était clair. Là, Oh non, mais moi, je te suis. OK. Mais là, avec tout ça, puis ton track record, Ouais. c'est... Raconte-nous un fail. C'est quoi? C'est sûr, dans cette belle carrière-là... J'ai plus de fails que j'ai de win. J'adore. Ouais. Je tripe quand les gens commencent par me dire ça parce que je veux que les gens prennent conscience que pour réussir, peu importe les domaines, tu dois commencer par échouer. You cannot win yourself. Tu peux pas avoir du succès à travers les excuses, puis tu peux pas avoir du succès à travers juste du succès. Ça passe pas à travers l'échec. Mais t'en as-tu un qui a été un cataclysme qui a fait que c'est ça qui t'a rendu plus wise, plus sharp? J'en ai aux 5 ans. OK. Ouais, J'apprécie que tu le dises. Oh, non. Moi, je fais jamais rien à moitié, puis je suis toujours all-in. Je le dis souvent dans d'autres entrevues, je le dis souvent, je suis challenge-driven, donc je carbure au défi. Puis avoue aussi que des fois, souvent, tu sors d'un challenge, puis là, tu surfes une vague, puis là, c'est comme, OK, là, j'ai compris, everything is all set. Puis là, après ça, paf, t'as une autre balle courbe qui arrive. Ah, ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux entrepreneurs. C'est quand ça va très bien que la pelle s'en vient dans le front. C'est jamais quand ça va mal. Je veux dire, quand ça va mal, de toute façon, ça va déjà mal. Mais En quand plus, ça va vraiment bien, elle fait bien plus mal, le coup de pelle. C'est Hein? vraiment Puis bien tu l'as dit. pas dans le pont, tu l'as en arrière de la tête. Ça fait encore plus mal. Parce que là, tu l'as vraiment pas vu venir. Non. Puis je vais te dire que mes plus gros succès dans ma carrière ont été mes plus grandes défaites. Y en a-tu une en particulier? Je peux t'en nommer quelques-unes, mais Vas-y. on va parler de la première agence à offrir du 3D. OK. Right? Fait que, 93, j'étais un des premiers au monde à créer une page web. OK. OK? Bar none, là, un des premiers. 2 ans plus tard, on décide de partir de l'agence, puis de partir de notre propre agence. On fait du 3D, on a des contrats partout, on fait des contrats pour Canal Vie, on fait des contrats pour des entreprises qui veulent avoir des écrans, puis du 3D custom. On est les seuls animateurs qui font du 3D pour les panneaux publicitaires sur l'autoroute, animés. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, on n'a plus le droit de les animer, c'est à cause de nous. Parce OK. que ça créait trop de problèmes sur la route. Les gens regardaient nos écrans. Au lieu de regarder la route. Exactement. Fait que on en avait plusieurs avec la compagnie Lumipub nous avait engagés pour créer cette animation-là. Fait que ça, on innovait, moi puis mon partenaire Yannick Bilodeau, dans tous les domaines. Là. On était les premiers en web, les premiers en 3D, les premiers à faire des animations de panneaux. On était les premiers à faire du VRML, du 3D dans lequel tu peux marcher sur le web. Là, on parle dans les années 90, là, entre 95 et 2000. Mais on a fermé. Oh! Parce qu'on n'a pas anticipé le coût de l'innovation des technologies. OK. Fait que dans ce temps-là, nous, on travaillait avec des silicones graphiques ou des Pentium qui coûtaient 30 000 chaque. Mais la technologie, le problème avec la technologie d'aujourd'hui, c'est qu'on développe beaucoup plus le logiciel et l'intelligence de chaque logiciel et ses capacités que le hardware. Puis le hardware ne suit jamais. Fait qu'il faut toujours qu'au lieu de faire nos applications plus performantes mais plus légères, on fait juste empiler des données par-dessus d'autres données. C'est pour ça qu'il y a souvent des bugs? Exactement. OK. Puis pour ça qu'il faut que tu changes d'ordinateur souvent. Ils ralentissent, puis c'est l'enfer. Mais imagine 30 ordinateurs à 40 000 que tu changes aux 6 mois. Ouch. Ouch. Et voilà. Fait que nous, la création allait bien. On avait des contrats, mais pouvoir soutenir ça, c'était presque impossible. Donc, on avait
une agence extraordinaire qu'on adorait, puis on faisait toutes les chambres de commerce, puis on travaillait à travers les États-Unis, puis on avait une grosse compagnie américaine qui nous commandait des sites web, puis du 3D, puis on faisait des logos, flying logos, là, tu sais, le logo en haut à gauche là, dans un site web, mais les nôtres, ils étaient en 3D, puis ils bougeaient, là, tu sais. On était vraiment... Puis là, on parle encore, là, 2000 En et plus, moins, là, là. on n'est Mais même oui. pas en 2015, 2020. Non, là. non. Fait que ça nous a permis de faire des choses, mes plus beaux succès, parce que moi, mes succès dans la vie, c'est quand je suis le premier ou que je réussis à faire quelque chose que les autres n'ont pas capables de faire. C'est ça qui me motive. Mais la question, est-ce que c'était profitable? Ben non. Ça l'a pas été. Ça veut dire ça l'a été pendant un certain temps, mais à Il y chaque avait de fois... l'argent faut qui que- rentrait par mois, mais le net, quand ça Exactement. s'accumule vers la fin de l'année, c'est comme... Exactement. OK. Puis un jeune entrepreneur ne regarde pas le net après l'année. Il regarde ce qui rentre au fur et à mesure, puis il dit ben c'est correct, regarde, on a un contrat de 100 000, on va prendre ça. Ah, on a Ou un on contrat va de aller en 50 000, on va chercher aller plus. faire ça. Non, on pense jamais on va en chercher plus. On pense plus que l'argent, elle est là, puis qu'elle va toujours continuer à rentrer. C'est ça que tu me disais off-cam en plus. Oui. Puis c'est tellement vrai. Oui, c'est sûr. Quand on vit le moment où est-ce que l'argent rentre, on fait tout ça. Hein. Puis moi, j'ai 55 ans aujourd'hui, je suis encore en affaires et j'ai encore ce dépôt-là que quand l'argent rentre stablement, on vit comme si ça n'allait pas arrêter. On a en fait compris, puis Ben, on oublie. Comme une job, comme un salaire, tu dépenses tout au fur et à mesure. Puis c'est pour ça qu'on s'endette, puis que la majorité des Québécois et des Canadiens ont plus de dettes que de revenus. C'est parce qu'ils ne pensent pas que ça peut arrêter. Ben, c'est comme les athlètes, c'est comme les artistes, souvent quand ils déclarent bankruptcy, c'est parce que justement, ils pensaient que ça allait toujours rentrer, puis finalement, Ouais. non, ça l'a Puis ils stoppé. rentrent dans les gamiques. Ah, si tu achètes 18 maisons, mais tu es safe. Là, tu ne feras pas faillite, tu vends une maison. Oui, mais quand tu arrives pour que tu fais faillite, puis pour que tu vendes ta maison, tu la vends à 30 de sa valeur. Exact. Tu sais, moi, le monde il me dit, puis ça, je dis, écoute, ça frustre bien des millionnaires que je connais quand je dis ça. Je leur dis toujours, quand ils me disent, ah, moi, je suis millionnaire, je dis, la valeur que tu as, c'est ta valeur dans une vente de feu. Si tu as 48 heures pour tout débarrasser, pour remonter ton cash flow, ça, c'est ta réelle valeur. Fait que si tu as 1 million d'acquis, en fait, tu vaux 350 000. Tu comprends? Wow, tu fais vraiment... Ouais, ça fâche du monde, ça, quand je dis ça. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Mais moi, je le vois comme ça. Mon Parce père, que- il me disait toujours, si tu veux savoir si tu es millionnaire, si tu n'as pas 1 million de cash dans ton compte de banque, que tu peux dépenser sans que ça affecte quoi que ce soit dans ta vie, tu n'es pas T'es pas millionnaire. millionnaire encore. Investissement immobilier t'intéresse, que ce soit du multilogement, les flips, les chalets locatifs, que ce soit d'embarquer dans des projets d'investissement, dans des projets le fun avec du partenariat, je peux t'aider avec tout ça. Mais pour ce faire, il faut que tu cliques le lien dans le bas de cette vidéo-là pour qu'on puisse céduler une consultation et que je puisse te guider vers ton plan de match qui va te permettre de grossir ton parc immobilier. Eh boy. Ouais. C'est ça que je roule pas à l'argent, moi. Je roule à la motivation. C'est tellement drôle que tu me dis ça. Je pensais vraiment pas avoir cette conversation-là avec toi, mais depuis que j'ai 43, depuis que j'ai 43. Depuis que j'ai 40, veux pas, tu as des questions existentielles que tu te poses, les choses, tu vois la vie d'une autre façon. Ouais. Puis là, maintenant, j'ai 43, mais puis ça fait depuis que j'ai 40, je suis comme... J'ai souvent trop longtemps pourchassé le mauvais objectif. Puis c'était quoi le mauvais objectif? C'était de pourchasser de l'argent. Parce que je trouve que l'argent, c'est futile. Tu vas courir après, tu vas en faire, tu vas en perdre. L'inflation va faire que tu vas en perdre une certaine partie. Tu vas faire des mauvais deals, des mauvaises transactions. Mais en même temps, l'autre côté de la médaille, c'est que l'argent est infini. Tu vas toujours en faire. Fait que si je pourchasse l'argent, je vais jamais... C'est un goal qui est à l'infini. Je vais toujours m'épuiser, je vais toujours m'essouffler. Versus que, comme tu viens de dire, dans quoi je peux carburer qui va faire en sorte que tu te sens plus accompli, puis en même temps que tu réalises des choses, puis que tu crées un impact. L'argent, c'est un résultat. C'est pas un objectif. Tout à fait. C'est juste comme ça qu'il faut le voir. Ça, c'est vrai. L'argent, c'est le résultat. Fait que si tu fais ce qui te passionne puis que tu te donnes à 200 Ça va venir elle inévitablement. va venir, inévitablement. Puis si tu n'acceptes pas de manger du pablum puis de manger des ramen pendant des mois, ben je suis désolé, tu n'auras jamais la fortune que tu crois que tu vas avoir. Et si tu réussis à l'avoir rapidement, et je te promets qu'elle va repartir aussi rapidement. Ça, c'est vrai. Puis tu sais, il y a des gens... Tu sais,
il y a des gens qui admirent, tu sais, on a des gens qu'on admire au Québec, là, puis on peut en nommer quelques-uns comme Luc Poirier. Puis Ray Junior, Ray la nouvelle Junior, famille, Luc là, Poirier, à Bachelot. Ah, c'est différent, ça. Différent. Ils sont pas encore, sont trop jeunes pour être dans une situation qu'on peut comparer. On va voir. À Batiello, on aime la croissance puis l'évolution, mais on ne connaît pas le résultat de cette évolution-là encore. Puis tu sais, Guillaume puis Elisabeth, c'est des gens que j'apprécie personnellement. Nice. Mais la PT sont en hyper-croissance, le résultat, il est à venir. Pour l'instant, ça va bien, puis on leur souhaite que ça continue. Exact. Bon, mais c'est trop jeune dans le processus pour savoir réellement c'est quoi le résultat final. Ray Junior, c'est un autre dynamique. Ray Junior, il bâtit des choses, puis il vend d'autres affaires, puis il est en train de bâtir à travers son rêve tout ce qui se passe. Puis après ça, ben, on a... Puis c'est en évolution, lui aussi. Mm-hmm. Puis après ça, on a Luc Poirier qui, lui, fait des gros coups, puis il risque énormément à chaque fois, puis il se met toujours all-in dans un projet. Aussi. Puis, ben, il y a des vaches à lait ici et là, mais où est-ce que, pour apprendre des gars comme Ray et comme Luc, exemple, ou comme Geoff Molson, ou comme d'autres personnes. Le fondateur de Couche-Tard aussi, lui, c'est impressionnant, qu'est-ce qu'il fait. Oui, mais lui, c'est vieille école. Même Luc Poirier puis Ray Junior pourraient apprendre de M. Bouchard. C'est vrai, t'as raison. OK? Parce que, mais encore là, leur truc à eux, c'est qu'ils ne pensent pas à l'argent comme si c'est de l'argent, mais ils pensent à, une fois qu'elle rentre, où est-ce qu'elle va pour justement avoir une pérennité. OK? Ben, Luc, il a une façon de penser où est-ce qu'il est toujours en transaction. Toujours. Tu regardes dans ses yeux à Luc Poirier pendant que tu y parles, il regarde pas comment il peut bénéficier de toi ou de ta situation, mais il va tout de suite pointer le « Ah, mais t'as-tu pensé à ça? T'as-tu fait ça? » Ses voitures, c'est la même chose. Tout le monde dit « Ah, il aime les Ferrari. » Mais c'est pas juste qu'il aime les Ferrari. Right? C'est pas juste qu'il aime les non, Ferrari. c'est pas juste qu'il aime les Ferrari. Puis, tu sais, il nous l'a dit aussi, il y a sa carrière qui génère un certain montant mensuel en résiduel à tous les mois. Mais qu'est-ce qu'il fait avec cet argent-là? Bien, il ne fait pas juste la dépenser. Il doit la dépenser pour des raisons fiscales, puis il doit l'investir dans des choses qu'il va être capable de revendre, puis solidifier pour s'assurer que si un jour, il y a justement un gamble qui ne marche pas, bien, il y a de quoi s'accoter. Puis c'est là que nous, on ne fait pas ça. On ne s'accote pas. On parlait d'immobilier tout à l'heure. Les gens qui se réhypothèquent pour bâtir leur empire immobilier, s'ils perdent le premier, ils perdent tous les autres. C'est vrai. Right? Parce qu'ils sont tous à fond hypothéqués. Exactement. Les gens comme, exemple, Luc ou Ray, ben Ray, en fait, je connais moins sa situation, parce que c'est plus difficile pour moi de juger. Oh, oui. Ce que j'admets de Ray, c'est sa ténacité. C'est fou. Oui. Mais, tu sais, je connais pas sa situation fiscale, je sais pas, où est-ce qu'il est réellement rendu au niveau de sa liquidité, etc. Mais il y a énormément de valeur derrière lui. Ça, c'est clair. Puis, mais tu sais, je sais pas c'est quoi son ratio, etc. Puis je m'avancerai pas à dire des choses que je sais pas. Mais il y a des gens que je connais qui, eux, s'assurent que ils solidifient ce qui s'en vient en arrière. Puis c'est ça le secret des gens qui restent riches, c'est que ils bâtissent, oui, un parc immobilier, mais ils ne bâtissent pas par-dessus leur parc immobilier. Les vrais riches ne font pas ça. Les vrais riches vont se garder le 30-40 Sur quoi s'accoter. Exact. Puis, advenant, s'ils ont vraiment besoin de donner une garantie, ils vont utiliser leurs biens immobiliers ou leurs actions sur lesquelles emprunter, mais c'est pas ça qu'ils vont hypothéquer. Ça va être une garantie de prêt. Je comprends. Tu comprends? Ça fait du sens. Puis j'adore que tu le précises pour que les gens voient ça plus clair. Parce que souvent, les gens s'arrêtent à la personne qui a acheté 300 portes, 1000 portes d'un coup, blablabla, ou qu'ils l'ont fait dans un court laps de temps, puis ils comprennent. Tu sais, souvent, ils vont me dire, mais Chris, lui, comment qu'il a fait? Mais c'est tout ça, la mécanique derrière qu'il faut que les gens ne parlent pas. On parle du succès, du coup de circuit, mais il faut comprendre la mécanique en arrière. C'est parce que il y a des gens qui ont été mal interprétés, comme Robert... Ah, mon Dieu. Je veux toujours dire Kawasaki, mais c'est pas Kawasaki. C'est quoi son nom encore? Kiyosaki. Là? Kiyosaki, merci. Mais j'ai toujours Kawasaki dans la tête. Bon. Certaines personnes ont lu certains de ses livres, puis ils ont retiré ce qu'ils voulaient retirer de ce qu'il disait, même si c'était pas exactement ce qu'il disait. Une des choses qu'il dit, c'est que les millionnaires vivent de leurs dettes. Bon. Ce que les gens n'ont pas retenu dans ce qu'il dit, c'est
qu'il faut déjà que tu sois dans les centaines de millions de dollars pour vivre de ta dette. Avant de te rendre là, tu ne peux pas vivre de ta dette. Tu comprends? Il faut que ta valeur soit plus élevée, puis il faut que les banques puissent s'accoter sur quelque chose pour toi, de dire, je vis ce... Fait que si tu as 1 milliard d'acquis, là, tu peux vivre sur la dette parce que tu prends les revenus de cette possession-là, tu la transfères sur laquelle tu empruntes. Comme Elon Musk, dans le fond. Elon Musk, c'est encore pire parce que lui, il n'a pas de réelle valeur. Je sais, lui, c'est sur les valeurs de la compagnie. Oui, lui, c'est que de la spéculation. Qui réemprunte pour vivre son lifestyle puis fasse whatever qu'est-ce qu'il a fait. Oui, mais c'est bâti entièrement sur la valeur de ses actions. OK, ouais. Right? Il n'y a aucun acquis, Elon Musk, vrai. autre que la valeur de ses actions. Fait que, encore une fois, si la spéculation fait qu'il est pauvre, demain, il est pauvre. C'est fou. Les gens me disent souvent, c'est qui l'homme le plus riche au monde en actions. J'ai toujours dit que c'est Bill Gates. À ce jour, je crois que c'est Bill Gates. Moi parce aussi. que lui, s'il liquide demain, il va avoir 60-80% de la valeur de ses actions parce qu'il ne pourra pas crasher le market. Tandis que si Elon Musk décide de liquider ses actions demain, Eh boy. il Oublie. crash le market. C'est sûr. Il ne vaut plus rien. C'est sûr. Il va valoir peut-être 10 à 15-20% de ce qu'il vaut réellement. Fait que tu te rappelles quand je te disais fire sale, c'est ta réelle valeur? Oui. Ben, moi, je juge lequel est le plus riche. Ben, pour moi, ça va être celui qui peut se permettre de liquider ses actions sans affecter la valeur de son action. Make sense. T'as raison. Je détiens pas l'ultime vérité. Je me permets de ne pas avoir raison. Fait que s'il y a des gens qui vont dire « Ah ouais, ben là, je suis pas d'accord », c'est correct. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Aussi. Ça se peut que ce que je dise ne reflète pas ta réalité à toi. C'est celle qui vient avec mon expérience d'avoir vu toutes les autres personnes réussir dans leur vie, puis les défis qu'ils ont eus, etc. Right? Mais avec tout ça, là, Ouais. toute ton track record, encore une fois, puis tes expériences, tes wins, tes fails, mais si on retourne en arrière, ça a été quoi ton wake-up call en affaires? J'en ai pas eu. T'en as pas eu? Non. J'ai toujours été comme ça. OK. Ouais. Puis même quand tu as fermé la compagnie web, pourquoi tu t'es pas dit, ben tu sais quoi, ça a été un fail, je vais aller retourner Ah non, sur le mais marché j'étais du déjà sur travail. 2 autres projets. OK. Ouais. Comme là, en ce moment, tu sais, j'ai mon école d'entrepreneuriat, les centres explosent pour aider les entreprises qui font entre 2 et 10 millions de chiffres d'affaires. Puis où est-ce que nous, contrairement à toutes les autres, on ne travaille pas sur l'entrepreneur, on travaille sur les connaissances de l'entrepreneur sur son entreprise. OK. Fait qu'on n'est pas dans le mindset puis dans le leadership, on est plus dans on va te montrer comment bien gérer ton entreprise, puis bien la comprendre, puis avoir une bonne croissance. Après ça, ben, j'ai ma maison d'édition qui a sorti mon premier livre, puis qui va sortir des livres sur l'entrepreneuriat, puis on cherche des bons auteurs, justement, à éditer. Après ça, j'ai Brilliant Innovations, qui trouve des produits d'innovation, puis qui les aide à être commercialisés. Puis que là, en ce moment, on commercialise le Place Grip pour les grips de hockey. Puis peut-être une coupe de SaaS aussi qu'on va mettre sur le marché. Puis tu sais, j'ai toujours plusieurs projets. Puis je suis jamais, puis c'est autant un défaut qu'une qualité en passant, mais je regarde jamais derrière moi dans la vie. Je suis toujours en avant. Je suis déjà toujours 2 pas en avant de la situation que je vis. Puis je devrais, mais je n'ai pas de crainte de vivre dans la pauvreté. Parce que à un moment donné, mon comptable, après une de mes grandes défaites, m'a dit « Ghislain, je comprends pas comment ça se fait que tu restes aussi stable. J'en connais plein qui se seraient pitchés en bas d'un pont à ta place. » Puis je réponds encore ça aujourd'hui. Je n'ai jamais vécu comme si j'étais riche. Je dis, j'ai bien vécu, on a manqué de rien, on a fait du ski, on a fait ça, mais j'ai jamais vécu comme si j'étais millionnaire. Je comprends. Puis quand tu perds des millions, mais que tu n'as jamais vécu avec ces millions-là, Aussi. ça fait beaucoup moins mal. 100%. Right? Si tu as une vie simple, agréable, où est-ce que tes enfants et ta famille manquent de rien, puis que tu réussis à faire les petites choses que tu aimes, mais que tu ne vis pas dans l'excès, mais l'excès ne te manque pas. Tu as 100% raison. Puis une des choses que j'ai réalisées aussi, c'est que même quand tu peux avoir perdu peu importe c'est quoi, ben souvent, mettons, je prends moi dans l'exemple du courtage immobilier, mettons, j'ai un gros deal qui tombe. OK? Tombe à l'eau. Qui tombe à l'eau. Oui. Mais je regarde jamais la commission. Je regarde la commission quand on est rendu chez le notaire puis le chèque il rentre parce que c'est là que c'est officiel. Oui. Mais avant ça, même si le deal il tombe, ben je l'avais jamais eu cette commission-là. Anyway, fait que techniquement, je peux pas avoir perdu quelque chose que j'ai jamais eu.
Non. Puis ça, c'est un Au point. niveau de l'argent. Au Ce que niveau tu de as perdu, l'argent. c'est du temps. Ben, puis même là, je reflète toujours en arrière pour voir, OK, mais où est-ce que je l'ai échappé? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Où est-ce que je peux m'améliorer? Ouais. Ça, c'est bien. C'est une belle dynamique. Oh, oui, parce que sinon, je vais me morfondre puis je vais vouloir me pitcher en bas d'un pont. Mais moi, je regrette mon temps. Ou... Parce que c'est vraiment le temps que j'ai investi qui aboutit à rien. C'est la source de ma frustration. OK, mais tu trouves pas que ce temps-là, l'expérience que tu as acquise, fait en sorte que des fois, tu embarques dans des deals où tu as des clients, puis ce temps-là t'a servi comme tremplin dans d'autres choses plus tard? Oui, mais le contraire est vrai aussi. Alors, tu as raison. Oui, la réponse sage du vieux bonze de 55 ans qui est là Du pour te donner des Perfora. bonnes leçons, te dirait, bien sûr, on apprend de nos erreurs et l'évolution se fait à travers l'expérience que nous acquérons. Mais la réalité, Ouais. c'est que émotionnellement, tu dis, j'ai investi tout ce temps-là dans une situation qui s'est avérée et avec l'expérience que j'ai à 55 ans, pourquoi, pour la 18e fois, je me retrouve dans la même situation? Puis on a beau dire ce qu'on veut, mais moi-même, aujourd'hui, je vis des choses que je regarde puis je me dis, mais comment ça que tu es encore dans cette situation-là? Je sais. Puis pourtant, j'ai l'expérience, j'ai la sagesse, je dis aux autres comment faire. Mais tu sais, c'est comme mal attacher tes bottes en sortant dehors. Tu sais, tu vas te péter à la gueule, mais tu les attaches quand même jamais bien. C'est vrai. J'adore ton authenticité, Ah, merci, c'est gentil. vraiment. Puis, quand tu regardes ton parcours aujourd'hui, quelle a été une grosse erreur que tu referais différemment? C'est beaucoup dans la confiance des gens. Moi, je suis une personne qui je suis sûr que tu l'as constaté, qui se donne beaucoup pour les autres. Oui. Et je choisis pas toujours les bonnes personnes, dans le sens que je vais aller souvent croire... Je vais utiliser un terme très populaire, là, les narcissiques. Tu sais. Qu'est-ce que les narcissiques font? C'est qu'ils sont capables... Le point qu'ils ont tous en commun, c'est leur capacité de rassembler les gens et d'inspirer confiance, Mhm. malgré le manque total d'empathie Ouais. réelle derrière ça. Puis qui sont techniquement à l'intérieur, sont pas de bonne foi. Exact. Mais c'est pas qu'ils sont de mauvaise foi non plus, c'est qu'ils n'ont pas la foi. Mm. Les piles ne se connectent pas. Oui. Right? Pour les narcissiques, oui. Ça fait du Exactement. sens. Et même si mes petites voix détectent les gens que je peux aider ou que je veux aider ou que je veux rentrer dans ce... Ces gens-là vont venir te voir et te dire « Ah, je sais que je suis comme ça, puis je suis vraiment désolé. Peux-tu m'aider à sortir de cette situation-là? Ou peux-tu être celui qui gère telle situation parce que moi, je suis vraiment pas bon dans cette situation-là? » Et là, tu donnes ton temps, ton énergie à ces gens-là. Fait que ça, c'est quelque chose que, personnellement, je travaille très fort là-dessus. J'essaie de m'entourer beaucoup plus de personnes en qui j'ai confiance et en qui ont confiance en moi. Fait que mon entourage immédiat en ce moment, dont mon associé Jean-Pierre Vaillancourt, qui est un ange. Tu sais, JP puis moi, n'importe quelle situation, dans n'importe quel scénario, on va tout dropper à l'instant même, puis on est quand même à 4 heures de distance, puis on va être là, à l'intérieur, à 3h30, même si c'est supposé être à 4 heures de distance. Boum. J'aime ça. Puis c'est rarement ceux qu'on croit. Fait que vous êtes dans votre entourage, là, ceux que vous croyez qui vont être là, c'est rarement réellement ceux-là. Et c'est quand vous allez passer pas à travers le premier, mais le troisième défi, puis que la personne est encore là, puis elle vous soutient encore. C'est là que tu le sais. C'est là que tu le sais. Tu ne le sauras pas avant, même si tu y crois de tout ton cœur. 2 petites questions à rafale. Oui. Qu'est-ce que tu penses, admettons, avec ton track record, tes connaissances, l'immobilier, investir en immobilier, c'est partir un parc immobilier ou se lancer en business, partir des business, acheter des business existantes? Wow! Quelqu'un qui veut grossir une certaine... Ben, on s'est dit Ouais. quelque chose hors d'onde. Hein? Vas-y. Pas tout le monde est fait pour être un entrepreneur. Mais tout le monde peut investir en immobilier.
C'est comme ça que tu le vois. Pourquoi Oui. tu dis que tout le monde peut investir en immobilier? Parce que même ça, il y a du monde qui perd leur chemise, il y a du monde que... Ah non, mais j'ai pas dit que tout le monde devrait se partir un parc immobilier. Merci pour la précision. Moi, je suis pas un de ceux qui croient que l'hypercroissance en immobilier est une bonne idée. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois toujours que le monde se peut vendre un gros nuage de mensonges qui a été bâti sur une bulle immobilière avec des taux d'intérêt ultra bas qui vont être de moins en moins réalistes pour le futur. Mhm. Il y a des gens qui ont le capital pour le faire, puis eux, je comprends qu'ils le font. Exact. Puis qui ont bénéficié de la bulle, puis que maintenant, ils ont peut-être le capital pour le faire. Mais je crois que la sagesse, c'est de le faire graduellement, de façon logique, et de toujours se garder un buffer. Fait que tu sais, qu'est-ce que je te disais Oui, tout à l'heure? d'avoir quelque chose sur sa côté. Achète-toi un duplex, puis assure-toi de ne pas réhypothéquer le 30 pour t'acheter une nouvelle maison. Rassemble ton argent, fais une amélioration quelconque, prends ce loyer-là, mets-le dans un compte de banque, réinvestis dans ta prochaine propriété, Mhm. mais ne va pas réhypothéquer à 90 la bâtisse pour aller t'acheter une autre bâtisse. Parce que c'est pas vrai que c'est ton argent. C'est pas vrai que tu retires ton dépôt. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Mhm. Tu ne retires pas ton dépôt, tu empruntes de l'argent et à chaque fois que tu le fais, tu rajoutes un pourcentage sur l'argent initial que tu avais investi. Comment tu vois les deux, toi, l'immobilier versus l'entrepreneuriat versus le monde des business? Je pense que l'immobilier, si c'est bien fait, c'est à moins grand risque, mais à plus long résultat. Un bon parc immobilier va te payer à l'intérieur de 20 ans, entre 20 et 35 ans. Mhm. Si tu as bien bâti ton parc immobilier, tu sais que dans le meilleur des scénarios, 15 à 35 ans. Okay? De 15 à 35 ans, tu vas avoir des réels bénéfices d'avoir bâti ce parc immobilier-là. À moins que ce soit ça ta business, parce que là, c'est pas la même chose. Right? OK. Mais si tu regardes les gens qu'on connaît qui ont réellement bâti des parcs immobiliers, majorité ont commencé avec une entreprise. Comme qui, par exemple? On va parler de Luc. OK. Tout le monde aime Luc. On va parler de Luc. C'est tellement vrai. Oui, C'est oui. vrai, parce qu'il y avait sa business de vente d'ordinateurs, etc. Là, Exactement. D'accessoires C'est un d'ordinateurs. opportuniste, Luc. C'est vrai. Il a vu des opportunités. Mais il a commencé avec un bankroll qu'il a bâti en vendant ses cartes, en vendant ses business. Si tu regardes la majorité des développeurs immobiliers, tu parlais de Ray. Mais Ray, il était en excavation, puis il était en coffrage, puis il était en... compagnies de bonsaï, puis exactement. aménagement paysager. C'est tellement vrai. Oui, parce qu'il y avait le capital après ça pour investir. Il voyait des projets, puis Il a tout vendu. C'est drôle, j'écoutais en fin de semaine, puis c'est vrai. il a tout vendu Il a- pour pouvoir acheter. C'est... Wow. Right? Ouais. Mais il n'est pas parti avec zéro, puis aller chercher un prêt à 90 puis après ça, se reloader sur ce prêt-là pour aller chercher un autre prêt. Fait que, ils ont quand même un revenu. Il y en a que ça va être un job, il y en a qui vont travailler pour le gouvernement, il y en a qui vont avoir une assurance sur laquelle ils peuvent emprunter. Mais moi, je dis toujours, tu ne pars pas en business, puis tu ne pars pas un parc immobilier si tu n'as pas un an de salaire dans ton compte de banque. Ah, OK. Les gens se partent des business quand ça va mal. Ils se lancent en affaires quand ils n'ont plus une scène parce qu'ils ont perdu leur job. Mais là, tu en as pour 2 ans de crever de faim. En plus. Fait Puis c'est ça qui m'est arrivé. Moi, mes premières années, c'était 3 ans catastrophiques financièrement. Là. Je mangeais mes bas. Mais imagine si tu aurais pris le temps d'accumuler juste 1 an de plus de salaire. Je savais pas. Je sais. Personne ne le sait. Personne ne le dit. Tout le monde t'a dit lance-toi en affaires. C'est ça que j'ai fait. Je me suis lancé, puis il était trop tard pour reculer. Fait que Eh oui. j'avais pas le choix de continuer. Moi, tout le monde qui m'appelle, c'est comme j'ai perdu ma job. Là, je pense que je regarde ça sur l'Internet. Là, je vais devenir influenceuse. Je vais faire assez. Hey, sais-tu, avant de faire un 30 000 par année comme influenceuse, là, tu vas en manger des croûtes. Là. C'est à moins pas de OnlyFans. Puis même là, c'est Puis pas. même là, Tu sais, c'est c'est combien contingenté. d'OnlyFans qui font. Ben oui. c'est fou. Ben oui. Troisième question, parce Ouais. que tu as Je dis mentionné... 1 an, c'est minimum. Hein. En plus. Puis là, tu parlais de... Tu as un partner, j'apprécie que tu le dises. J'ai plus qu'un partner. Les gens Ben qui oui. se disent, hey, je veux en plus, merci de le préciser. Oui. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ah ben non, moi je veux faire mes affaires seul, je veux me partir solo. Qu'est-ce que tu penses du partenariat? Parce que comme que je dis souvent, tu peux pas gagner une Coupe Stanley solo, tu peux pas gagner le Super Bowl toi-même solo. Il y a toujours une équipe, une infrastructure. Comment tu vois ça, toi, de... Oh my God, je suis pour et contre. Vas-y. Je suis pour et contre. Tu sais, j'ai perdu des meilleurs amis, des amis d'enfance, là, parce on est devenus partenaires. Puis, c'est de choisir le bon moment, puis c'est un peu un crapshoot, parce que, comme je te disais,
faut que tu passes à travers des obstacles pour réaliser si tu as la bonne personne avec toi. Parce que sur papier, ça peut être la meilleure personne, mais ça peut être aussi celle qui va décider de faire un shotgun après 3 ans. Tu le sais pas. Fait que je suis pas contre, je suis pas pour, mais... Puis moi, je suis très solo dans la vie. Puis la façon que je structurais mes entreprises, c'est sûr que je ne gérais pas. J'avais un associé. Puis c'était pour le bénéfice de savoir que cette personne-là s'occupait de l'entreprise pendant que moi, j'amenais des contrats. OK. Puis ça, c'est une façon de le faire, mais il faut peut-être quelqu'un qui t'a confiance. Puis des fois, ça a marché, puis des fois, ça n'a pas marché. Aussi, c'est vrai. Right? Puis c'est malheureusement pour mon ex-conjointe, la mère de mes enfants, mais c'est très c'est très déstabilisant d'avoir un mode de vie comme ça où est-ce que tu risques toujours les choses, puis que tu risques aussi de prendre les mauvaises décisions puis avoir les mauvais partenaires. Puis qu'elle peut se retrouver à avoir tout sur ses épaules. C'est surtout l'anxiété qu'elle avait sur ses épaules. Ah, OK. Right? C'était l'incertitude Ouais. de oui, on vit bien, oui, ça va bien, mais maudit, quand ça va mal, ça va vraiment mal. Ah, puis ça va bien. Puis c'est l'instabilité. À la fin, si tu regardes le processus complet, très souvent, c'est une plus-value, puis tu as donné plus que tu as pris. Ça, c'est vrai. Mais il y a des moments où la personne qui, elle, n'a pas choisi ce mode de vie-là reçoit de la pression qu'elle n'a jamais choisi de recevoir. Puis ça, c'est pas facile de vivre avec un éclectique ou un entrepreneur ou quelqu'un qui est toujours high risk. Là. Je suis avec la mère de mes enfants, puis c'était exactement ça, la situation. Là, mais comme je te dis, mes 3 premières années, financièrement, ça allait pas, puis c'est elle qui devait écoper. On s'est loadé les cartes, puis tout ça, puis c'était stressful là, pour elle. Là. Elle n'a vraiment pas aimé ça. Oui, exact. Mais je vais revenir à ta question initiale qui était est-ce que les gens devraient investir en immobilier? La réponse c'est oui. Pas juste investir en immobilier, mais le partenariat. Parce que, tu sais, on s'entend de mais bâtir... avant ça, tu m'as demandé pour l'immobilier. Oui. Puis je veux quand même dire que c'est intelligent et sage d'investir en immobilier si tu as une vision long terme. Si tu as une vision court terme, tu es mieux d'avoir de l'argent. Puis du côté business? Tu l'as dit, il faut avoir, au moins avant de te lancer en business... Tu devrais avoir au moins 1 ou 2 ans de salaire en quelque part. Ouais. Ah ouais. Puis attention, vache à lait. J'adore que tu dis ça parce que souvent, quand je regarde dans l'entour de moi, les gens qui ont l'air d'avoir du succès dans peu importe leur champ d'expertise, ben souvent aussi, si admettons c'était le gars qui est entrepreneur, mais souvent la femme avait un gros salaire aussi, pouvait soutenir les sinon périodes au moins une stabilité. Ou une stabilité, vice-versa, peu importe si c'était le gars ou la fille. Là. Mais dans les années 70, 80, 90, puis début 2000, tous les hommes d'affaires admettaient parce que les relations duraient longtemps. On mettait tout au nom de nos femmes, puis parce que c'est eux qui avaient le bon crédit. Fait qu'on s'assurait que le crédit de nos femmes n'était jamais affecté. Puis la majorité des hommes d'affaires, dont moi actuellement, on a des crédits absolument terribles. On a les pires crédits. C'est en vente d'anti. C'est pour ça qu'il y avait un partenariat entre la conjointe puis le mari, pour ceux qui ont bien réussi puis qui sont restés longtemps en couple. Puis il y en a d'autres, ils ont abusé de la confiance de leur femme en mettant des choses au nom de leur femme sans qu'elle le sache. J'en connais quelques-uns qui ont fait ça, puis ça, c'est pas cool. Mais quand le partenariat, quand il y a une entente entre les deux, écoute, toi, tu as le bon crédit, moi, je rentre le cash. Mm-hmm. Ça peut être comme ça aussi en affaires avec un associé. Il y en a un qui peut être fort dans les maths, puis avoir un bon crédit, puis être très assidu, puis l'autre qui est le thinker, la tête folle, le doer. Oui, exactement. Puis puis le partenariat pour grossir une grosse entreprise, parce qu'on s'entend, tu peux pas le faire tout seul dans ton sous-sol, tu as besoin d'une équipe, tu as besoin de partenaires, tu as besoin de... Comment tu vois ça justement avec ton expérience, comme tu disais, c'est sûr que c'est des montagnes russes. Tu n'as pas besoin de partenaires. Tu as besoin de bâtir une équipe. Ah. Mais c'est pas obligé d'être un partenaire. Je comprends. Il faut que les rôles soient bien distribués aux bonnes personnes. Puis ça, c'est la partie la plus dure. Puis on en a parlé tout à l'heure hors micro. Je dis souvent que les gens qui sont entre, disons, 1 et 10 millions de chiffres d'affaires sont dans l'ego. Mm-hmm. Et que le problème, c'est pour qu'eux autres explosent vraiment leur business, c'est pas juste un mindset, c'est aussi de bien comprendre ce que leurs employés font puis que leurs dirigeants font. Parce que tu ne peux pas engager les bonnes personnes pour faire une plus grosse entreprise ou acquérir des entreprises ou grossir par acquisition ou juste développer un plus grand marché si tu ne comprends pas le fonctionnement de chacun de tes départements. Ça, c'est vrai. Ton rôle présentement, c'est qu'est-ce que tu fais? Parce que là, tu n'es plus propriétaire des entreprises. Oui. Tu as des business. Oui. Mais je veux dire, là, ton rôle, qu'est-ce que tu fais dans le day-to-day?
C'est une bonne question. Jusqu'à cette année, je faisais beaucoup de services conseils. En fait, je suis un conseiller exécutif. Donc, des gens, des hommes d'affaires, quand ils ont besoin des conseils concrets dans une situation concrète, ils vont m'appeler ou ils vont prendre un forfait annuel. Puis là, tous les mois, ils vont m'appeler 2, 3 fois par mois. Puis, je les amène pas, moi. Je ne suis pas le gars qui va les amener à trouver la solution. Je suis le gars qui va leur donner des solutions. OK. Donc, il y a des gens, un bon coach, puis tout le monde en a besoin, mais c'est des gens qui te font réfléchir, qui t'amènent vers un processus, puis que te coach à prendre les bonnes décisions. Puis un conseiller exécutif comme moi, c'est quelqu'un que tu dis, j'ai telle situation, je dois régler cette situation-là. Qu'est-ce que tu me proposes? Sinon, qui est-ce que tu me proposes? OK. Oui, parce que souvent, on est engagé aussi pour notre carnet de contact, puis les gens qu'on connaît dans l'industrie, parce que, exemple, tu as un problème, tu as un litige, quel avocat tu devrais engager? Puis comment tu parles à cet avocat-là, mais souvent, ça va être moi. Puis moi, je vois les choses que l'avocat ne voit pas parce que je l'ai vu dans l'action. L'avocat connaît la théorie, mais il ne l'a pas toujours vu dans l'action. Fait que je vais ramener des fois les choses. Fait que je suis beaucoup dans le concret, puis dans l'aide aux entrepreneurs. Puis pendant l'année passée, j'ai fait un gros spécial, parce que je ne suis quand même pas donné par session, pour les PME, où est-ce que j'offrais aux PME des sessions à 150 puis je ne calcule pas mon temps. Mais là, ça a fait son temps. Puis là, j'ai arrêté cette année d'offrir ce package-là parce que j'ai réalisé que, encore une fois, le problème, c'est que les gens ne suivent pas les conseils. Je comprends. Oui, très souvent, quand... C'est tellement drôle. Avant que tu ailles plus loin, j'allais te demander, c'est quoi les 3 erreurs les plus fréquentes que tu vois que les entrepreneurs font? Ils ne vont pas chercher l'aide nécessaire puis ils n'écoutent pas les conseils des personnes qui ont l'expérience. Parce qu'ils croient que ce qu'ils pensent c'est désuet ou qu'ils ont déjà pensé. La plus grosse erreur que les entrepreneurs font, c'est de penser qu'ils l'ont déjà essayé. Puis je vais te dire quelque chose que je réponds souvent. Oui. Quand quelqu'un me dit « Moi, j'ai essayé ça, ça n'a pas marché », à 90% du temps, je lui demande « Combien de temps tu as essayé? » Puis c'est quoi la réponse? C'est toujours trop court. Puis je vais vous donner un autre apport. Okay? Vous n'avez jamais de résultat avant 14 à 16 mois de quelque chose que vous mettez en place. Vous ne saurez pas les résultats. C'est pour ça que quand vous engagez, exemple, un VP, puis qui met quelque chose en place, puis qu'après 12 mois, vous ne voyez pas de résultat, vous le virez. Le second que vous allez engager, en fait, va bénéficier des actions du premier. C'est tellement vrai j'ai plusieurs exemples. Un des exemples, c'est que souvent, mettons, un vendeur va donner sa propriété à vendre à un courtier immobilier. Il va donner un mandat trop court. La propriété n'est pas vendue. C'est ta faute, tu n'étais pas bon. J'annule le contrat, j'en prends un autre. Ouais. Mais l'autre qui arrive, souvent, là, il va l'écouter, il va le mettre au bon prix, puis c'est lui qui va vendre. C'est exactement ce que tu viens de dire. Ben, un deuxième exemple, c'est que tu apportes un éclaircissement dans ma tête parce que... Ben, tant mieux. Je te jure, j'avais remarqué qu'il y avait un pattern. Quand j'écoutais beaucoup, comment il s'appelle? Gary Vaynerchuk. Oui, j'aime beaucoup Gary Vaynerchuk. Je te parlais de lui tantôt. Ouais. Puis quand il avait intégré les podcasts de vin puis tout ça pour la business de son père, ça a pris 18 mois avant que ça explose. Tony Robbins, il disait quand il s'est lancé justement à commencer à faire ses conférences puis tout ça, ça a pris 18 mois. Quand j'ai parti ma chaîne YouTube, ça a pris 18 mois avant que ça l'explose. Ça va exactement avec ce que tu viens de dire. Ben c'est ça, c'est le temps de processus entre 16 et 18 mois. En 14 et 18 mois. Exact. Entre 14 et 18 mois. Moi, je dis 16 tout le temps à mes clients. Parce que je me dis entre 14 et 18, il y a 16. Non. Mais ouais, c'est ça en général. Il y a des exceptions. Une des erreurs, c'est ça. Ils attendent. Quand ils se lancent, quand ils veulent tester une nouvelle stratégie ou quoi que ce soit, ils le font pas assez. Ils le font pas pendant une assez longue période. Exact. 2, ce serait quoi une deuxième erreur? Ils sont dans l'ego. Ils sont sûrs qu'ils ont tout compris. Ils ont la recette. OK, parlons d'ego, on va ouvrir une parenthèse. J'espère la refermer, mais tu disais tantôt, un des problèmes des compagnies, des entrepreneurs, des PDG entre 1 à 10 millions, c'est quoi tu disais? Tu disais tantôt, c'est qu'ils sont dans l'ego. C'est qu'ils n'écoutent pas, ils sont sûrs qu'ils ont trouvé la recette, puis ils plafonnent. Puis des fois même, ils vont graduellement redescendre parce que la recette, elle n'est pas stable, c'est pas toujours la meilleure recette, elle n'est pas toujours réplicable avec tout le monde, elle n'est pas, puis même avec toi-même, elle est limitée. Fait que, ils n'acceptent pas qu'elle est limitée, puis ils sont sûrs qu'ils ont tout compris, puis là, ils se mettent à investir plus, puis ils oublient certaines sections, puis ils se prennent tellement au sérieux dans leur décisionnel qu'ils commencent à prendre des mauvaises décisions.
Parce que là, ils voient que finalement, ça ne marche pas si bien que ça, mais ça ne peut pas être eux le problème. Fait que là, j'avais fait ça, puis je vais investir plus là, puis je vais investir plus là. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est qu'ils réoptimisent. Puis on en a parlé aussi de ça tout à l'heure, hors d'onde. Le problème, c'est que tu ne peux pas optimiser quelque chose que tu ne comprends pas. Et si tu veux, exemple, grossir par acquisition, comme tu me disais tout à l'heure, tu as un client une entreprise qui fait des acquisitions, puis il veut grossir par acquisition, comme justement les abattiers au fond en ce moment. Si tu ne maîtrises pas chacun des éléments de ton entreprise, ben, tu ne peux pas vraiment optimiser ce que tu achètes puis l'intégrer dans ton entreprise sans qu'il y ait un dommage collatéral. Ça, c'est vrai. Oui, exact. Parce que tu ne pourras pas anticiper les problèmes. Parce que tu ne comprends pas chacun des départements. Fait que si déjà, tu n'es pas en plein contrôle de ce qui se passe dans ton entreprise, puis tu ne comprends pas tout ce que tu as délégué à chacun de tes disons, porte-étendards, que ce soit tes VP, tes directeurs, etc., si tu ne comprends pas c'est quoi leur job vraiment très, très, très bien, mais tu ne peux pas engager la bonne personne, puis après ça, tu ne peux pas ajouter des tâches à cette personne-là en faisant une acquisition qui ne fonctionne pas comme la tienne, que tu dois réadapter pour l'intégrer à la tienne. En plus. Ben oui. Donc, tu as une grosse période d'adaptation, tu as de l'investissement à faire, tu as des ressources à voir qui tu gardes pas dans l'autre entreprise, mais si tu ne comprends pas vraiment leur tâche, comment tu fais pour choisir laquelle garder et laquelle pas garder? Tu te fies à ce que les autres disent. Ceux qui chialent le plus fort, c'est souvent ceux qui font la moins bonne job. En plus. Ah, puis ça, les HR, imagine les grosses multinationales font cette erreur-là. La petite madame qui vient chialer tout le temps à ton bureau, là, tu finis par la croire, mais c'est elle. C'est elle le problème, là. Bien, souvent, c'est elle qui ne fait pas réellement sa job, mais elle s'assure que tu ne regardes pas ce qu'elle a fait parce qu'elle n'arrête pas de pointer le doigt sur tous les autres. Puis là, tu vires la mauvaise personne. Tu ne comprends pas pourquoi le contexte est rendu toxique. Tu ne comprends pas. Mais c'est ça. Merci pour la précision. Désolé, hein, j'ai tendance à déblatérer. Ah, ben non, moi, j'adore parce que tu en donnes beaucoup plus, puis c'est ça que je pense que l'audience veut. Puis c'est qu'est-ce que l'audience a besoin, selon moi. Mais c'est quoi la différence entre un bon produit puis un service avec une marque forte, selon toi? Parce que tu étais dans le marketing aussi. Ouais. Parce que souvent, justement, on veut se lancer en business, puis il faut comprendre que dans quel type de business que tu es, dans quel type de niche que tu es. Oui. OK. Ta question, elle est très difficile à gérer parce que les gens vont se pied à des méga-marques comme si ce n'était pas l'exception. Donc, on va donner Apple comme exemple qui, on va se le dire, ont des produits de merde. Parmi les pires produits, les plus contraignants au monde, mais tout le monde va adhérer à Apple parce qu'il y a une facilité d'utilisation, parce que le brand est ultra fort et parce que tu as l'impression que même s'ils sortent une technologie que le compétiteur a depuis déjà 10 ans, soudainement, c'est incroyable. Ça, c'est le pouvoir du branding. OK? Mais d'amener une entreprise à avoir un brand comme Nike, comme Apple, etc., c'est des décennies de travail, de marketing, de branding, de millions et des millions et de millions de dollars, de toujours mettre le logo dans le visage de chaque personne. Puis il faut qu'au départ, tu aies quand même un produit qui est innovateur puis incroyable pour pouvoir arriver un jour à ce que la qualité soit moins importante que la résonance. Fait que pour répondre à ta question, ça dépend du contexte puis du produit. Moi, je te dirais que je commencerais toujours par un bon service puis un bon produit. Et surtout et avant tout, un bon service après-vente. Et c'est là qu'on délaisse beaucoup au Québec, au Canada, aux États-Unis. On ne s'occupe plus de nos clients une fois qu'ils ont acheté. Puis après ça, ça veut dire que pour recommencer nos stratégies de marketing, toujours aller rechercher des nouveaux clients, toujours fidéliser du nouveau monde parce qu'on ne s'arrange pas pour que notre client actuel rachète. Fait que je te dirais que la qualité du produit est importante, mais le service après-vente est encore plus important que la qualité du produit, ou en fait aussi importante. Comme ça, tu t'assures que le client, si sur le coup, il y a une déception, tu t'es occupé de lui par la suite. Comme ça, il ne peut pas aller dire sur les médias, puis ton brand, puis dire que tu es de la merde. Boum! Pépite d'or. Merci, c'est gentil. Mais c'est fou, là, parce que avec tout ce que tu me dis, tu sais, j'en côtoie des entrepreneurs dans mes 43 ans d'expérience, des entrepreneurs multiples, tu sais, dans toutes les sphères, coach, business, courtier, travailleur autonome, whatever. Mais sincèrement,
ton énergie est palpable, mais ça, tes C'est connaissances... gentil, merci. Mais non, mais tes connaissances, tout ce que tu dis depuis tantôt, il y a beaucoup de choses que tu vulgarises puis que tu amènes d'une façon simple, mais qui est vraiment claire, puis que souvent, on dirait que justement, sur les réseaux sociaux, on en parlait tantôt, mais tu n'entends pas ce côté-là. Oui, c'est Mais ça. ça fait combien de temps que tu es en business de 16 ans à 55 ans? Oui, ça fait longtemps, mais j'ai aussi eu des jobs et ce que j'ai appris dans ce processus-là, c'est que j'aimais mieux avoir des mandats que du travail. Pourquoi? Fait que j'aime mieux La- que tu m'engages sur 1 an ou 2 ans, mais tu sais, un contrat renouvelable, Mhm. mais que je suis à mon compte parce que je suis ça travaille mon entreprise. Je peux prendre plus qu'un mandat si je trouve qu'elle ne tient pas. Fait que je suis quand même en affaires. Même si j'ai une job, moi, je suis quand même en affaires. Parce que je ne le prends pas comme un job. Je comprends. C'est un mandat annuel renouvelable. OK, j'aime ton point. Puis, tu sais quoi? Je vais t'amener dans un autre sens. OK. Souvent, le monde va me dire, ben Chris, t'es courtier. Toi, quand tu vois des deals puis t'es avec tes clients, des fois, tu les gardes pas pour toi, mais je te renverse la... Puis non, souvent, moi, je laisse le client aller. Là. Je suis Ben focus oui. sur le client. Mais de ton côté, quand toi, des compagnies ou des propriétaires d'entreprises viennent te voir, est-ce que tu serais pas plus porté, au lieu de prendre un mandat, pourquoi pas acheter des parts de la compagnie pour la 10X? Qu'est-ce qu'on voit qui est très en vogue là avec les... Ben oui, je le fais. J'ai une entreprise qui ne sert qu'à ça. Fait que j'ai Brilliant Innovation and Distribution, donc innovation et distribution brillante, OK. qui est une compagnie qui trouve des produits d'innovation. Donc, toi, tu as une idée qui est géniale. Puis, tu viens me voir et tu dis, Justin, j'aimerais ça que tu me mentores à travers le processus d'amener cette entreprise-là. Puis là, je te dis, ben, OK, voici mon rate. Puis là, tu dis, ben là, je suis en démarrage, je ne peux pas payer ça. Tu dis, OK, parfait. Si je vois que ce produit-là est vraiment débile, ben, je vais prendre en charge, puis je vais dire, regarde, au lieu de me payer, je vais prendre partie des actions de ton entreprise et je vais l'amener à 10X. Et c'est ce qu'on fait avec le Please quand Philippe Ouellette, mon nouvel associé pour ce produit-là, est venu me voir. Il est venu me voir pour que je l'aide puis je le mentore. OK. Puis la première fois, il n'y avait pas le produit en main, mais il voulait se partir un produit. J'ai dit combien ça coûtait. Puis il a fait comme, ben, c'est dispendieux, j'ai une job, c'est dur pour moi. Je dis, pas de problème, je comprends. Tu sais, c'est le jour que tu seras prêt, viens me voir. Il est revenu me voir avec le produit. Je dis, ben, tu sais, mes rates n'ont pas changé, mais je trouve que tu as pas intéressant. J'ai pensé pendant 1 mois, puis je suis revenu à la charge avec Brilliant en disant, écoute, voici ce que je te propose. Mais j'avais un plan détaillé de ce que je pense qu'on devrait faire avec cette chose-là. J'ai vu, pas juste vu son produit, mais j'ai vu le potentiel d'expansion puis d'addition à ça et comment on peut non seulement le marketer, mais améliorer le produit, puis qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce produit-là, puis qui va être intéressé à ce produit-là. Quand je vois le 360, là, je suis prêt à prendre une partie de l'entreprise puis la faire exploser. Et je suis toujours à la recherche de produits ou de gens qui ont des idées géniales, bien que tout le monde pense qu'ils ont une idée géniale. Oui, aussi. Parce que pas tout est facile à commercialiser. Puis les gens, puis je vais dire quelque chose qui va en choquer certains, mais ça va réveiller d'autres personnes. Le consommateur achète rarement la meilleure chose. Puis quand les gens disent « trouve un problème et solutionne-le Oui. », c'est pas vrai. Ou sinon, les Dollarama n'existeraient pas. C'est pas vrai que tu as besoin d'un Furby ou que tu as besoin d'un Laboubou. Hein? Tu n'as pas Ouais. besoin non plus du Louis Vuitton. Ils ne règlent pas un problème, Non. ces gens-là. Fait que, ce qui est important, c'est prendre un produit que les gens aiment, rends-les populaires. Si tu as assez d'argent pour mettre en marketing, convainc les gens qui en ont besoin. Comme Apple. Comme Apple, exactement. Apple sont allés avec le design. Quand Oui. ils ont vu que la fiabilité ne fonctionnait pas parce que les PC avaient beaucoup trop d'avantages sur les Apple, ils sont allés avec le design. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont visé les infographistes. Fait que là, ils ont dit, hey, nos ordinateurs sont plus vite, sont plus rapides que tous les autres ordinateurs. Puis c'était vrai. Pourquoi? Parce qu'ils restreignaient ce que tu pouvais faire avec l'ordinateur, mais ils se spécialisaient dans quelque chose. Fait que le CPU, le RAM, la vitesse des... Tout ça, c'était concentré pour une profession ou une vision, comme les silicones graphiques. Puis après, ils ont évolué de là, mais ils ont créé un momentum de personnes qui ne juraient que par eux parce que pour leur industrie, c'était vraiment le meilleur produit parce qu'il était concentré. Et t'es vraiment pas la personne avec qui je ferais une compétition de Android versus Apple parce que moi, je suis vendu à Apple, mais tantôt avec tes propos de Apple, je suis comme...
Mais tu es vendu à pas parce qu'ils sont faciles à utiliser. Jamais je vais dire à quelqu'un, moi, là, si ma grand-mère venait me voir, là, elle est décédée, là, mais elle me disait, c'est quoi l'ordinateur que je devrais acheter? Je vais lui donner un Apple. Mais si tu es un geek, tu veux développer, tu veux faire des choses incroyables. Tu veux programmer, tu veux customiser. Ouais. Je te donnerai jamais un Apple, je vais te donner un Linux. Ouais. Un PC pour commencer, puis pour peut-être évoluer tranquillement vers un Linux, puis c'est ça. Tu sais. Pour revenir à ce que tu disais par rapport à acheter des entreprises, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle tendance qui est des private equity? On entend, c'est comme le mot de l'heure, puis même dans l'immobilier... Des groupes d'investisseurs. Des groupes d'investisseurs. On s'entend dans l'immobilier, le monde le fait beaucoup, puis surtout, on s'entend que le prix de l'immobilier a aussi grimpé partout. Mais dans le monde des entreprises aussi, on parlait tantôt de Alex Hormozy, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'aussi, on entend, là, on voit les private equity acheter des compagnies, puis après ça, ils amènent la compagnie par terre, là, comme Toys R Us ou des affaires comme ça. On l'entend plus, mais ça a toujours été le cas. Fait que moi, depuis que je suis très jeune, je suis quand même Gen X, fait que il n'y a pas grand-chose qui a changé dans ma génération. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Dans le sens qu'on était là quand Internet a été développé. C'est d'ailleurs nous autres qui l'avons développé. Aussi. On écoute encore du rap et du dance qu'on écoutait dans les années 90. On porte encore des pantalons aux genoux, ce qu'on faisait dans les années 90. Il n'y a pas eu tant d'évolution, ça. Même les pantalons pattes larges sont recommencés. Ben oui. Ben ça, c'est avant nous autres, par contre. Ouais. Ben oui. Mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas tant d'évolution. C'est-à-dire que ce qu'on utilise évolue, mais il n'y a pas de tant de nouvelles choses. Fait que le AI va être une des choses qui va vraiment, je te dirais, ce qui va déterminer la prochaine génération. C'est vrai. J'ai perdu le processus de la question. Le private equity, qu'est-ce que tu penses de ça? Donc, c'est pas nouveau. On a toujours fait ça. Il y avait des vieux films dans le temps où est-ce que les bons, les milliardaires rentraient dans une compagnie, puis une compagnie d'aviation, de création de voitures. Wall Street. Exactement. Puis là, elle dilapidait, vendait ça aux enchères. Puis ça a toujours été pas mal ça. Il y a des venture capitalists dans le monde de la technologie qui sont là depuis toujours. Si ce n'était pas du venture capitalist, Silicon Valley n'existerait même pas. C'est tous des gens qui investissent sur la spéculation de la probable avancement de... Fait que c'est rien de nouveau pour moi. Ça a toujours été pas mal ça. La seule difficulté, c'est que là, on va chercher l'argent dans les poches de celui qui n'en a pas. Tandis que les bons venture capitalists, c'est toujours ceux. C'est pour ça que l'AMF existe. C'est pour ça qu'on n'est pas supposé de laisser n'importe qui investir dans ces programmes-là. Puis il y en a plein en ce moment qui se font ramasser par l'AMF parce que justement, ils vont chercher dans les mauvaises poches le capital des gens qui ne se qualifient pas légalement pour pouvoir investir ce capital-là. Je comprends. Fait que c'est plus, le système a toujours existé, c'est dans quelle poche on va chercher le capital qui est le danger. Dans le fond, il est juste plus mainstream maintenant avec l'Internet, les réseaux sociaux, puis des joueurs comme Alex Hormozy qui en parlent, que c'est sa stratégie. Là, ça... Mais encore une fois, on a parlé d'Alex Hormozy qu'en passant, j'apprécie. Si j'ai des choses négatives d'Alex Hormozy, c'est pas parce que j'apprécie pas ou que je pense qu'il n'a pas raison. Je pense par contre que quand tu fais un exit d'une grosse entreprise avec des centaines de millions de dollars, c'est une stratégie beaucoup plus facile à appliquer parce que tu as l'argent et le capital pour le faire. Fait que ça revient à ce que je te disais. Oui, ça fonctionne pour certaines personnes avec un bon portefeuille. Mais de dire au gars qui a un salaire de 100 000 par année qui devrait faire ça, c'est de le mettre dans une situation extrêmement précaire parce que c'est un hit or miss. Le venture capitalist, puis l'investissement d'entreprise, puis le 10X d'entreprise, il y en a une sur 10, 20, 30, 100 qui réussissent. Tu as plusieurs projets pour que ça marche pour la 10X. Tu comprends? Et donc, le petit investisseur qui, lui, ne peut pas avoir 10 fois 100 000 $ à investir, bien, il investit avec toi parce que tu dis, je vais me mettre là, je vais mettre là, je vais mettre là, je vais mettre là, mais il y en a 9 sur les 10 que tu as montré qui vont se planter, puis qu'à la fin, il n'y a pas tant de bénéfices revenus. Je comprends. Tu connais Cody Sanchez? Elle est belle, là, la jeune fille qui parle justement d'acheter des laundromats, des business qui sont plates, qui sont pas sexy, puis d'acheter ce type de business-là à cause du cash flow. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie-là? Bien, parle à n'importe qui a des laundromats, puis demande-leur s'ils sont millionnaires aujourd'hui. Puis? Mais il n'y en a pas qui sont millionnaires ou presque. Est-ce que sa stratégie est bonne? Oui. Ben, on s'entend, je t'interromps là, mais on s'entend, il y a quand même, je suis sûr que tu connais aussi, des gars des compagnies de tons de pelouse, de déneigement qui... Oui, mais là, on ne parle pas de ça, là. On parle des vending machines. OK, ouais, donc les vending machines. On parle des laundromats.
Tu comprends? Ouais. C'est pas la même chose, là. Non, c'est vrai. C'est J'avoue pas que les du vending tout la machines. même chose. Qu'est-ce que tu penses de ça, les vending machines puis les laundromats? Je pense que c'est un long shot puis qu'il faut être extrêmement stratégique dans où on les place et combien on investit dedans. Puis il faut avoir l'œil toujours dessus. Qu'est-ce qui sort pas pour que tu fasses des analyses mensuelles sur l'inventaire. Qu'est-ce qui marche pas, c'est quoi ton taux de profitabilité. Ou sinon, tu ne feras pas long feu. Merci. Encore, j'ai pas arrêté de le répéter, là, mais merci pour ta précision. Parce que là, tu m'amènes à une autre question. Oui, oui. Pour ceux qui veulent s'embarquer, pour ceux qui, justement, qui veulent sortir du rat race, qui veulent sortir du métro, boulot, dodo, puis qui se disent, ben, tu sais quoi, je me lance en business. Tu l'as dit tantôt, oui, il faut avoir au moins une année de salaire. Mais pour tous ceux qui sont comme, tu sais quoi, je vais m'acheter une business qui va me générer un revenu passif, cash flow positif à tous les mois, sans rien faire, sans même m'en occuper, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Prépare-toi à perdre ta maison. Straight up comme ça. Ah oui. Il n'y a pas un milliardaire, aucun vrai milliardaire ou multimillionnaire qui va venir te voir à cette table. Je défie n'importe quel vrai riche là, avec compte de banque à l'appui Mhm. qui vient te voir et qui dit qu'il n'a pas sué pour ce qu'il y a aujourd'hui. Je le défie. J'adore. Parce que tu l'as dit tantôt, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Non, à moins, comme je dis, que c'est un coup de magie de t'as acheté de la crypto au bon moment, puis là, où tu as gagné à 6,49. Puis même là, ceux qui gagnent à 6,49, je pense que c'est quoi, 75% qui font faillite? Ouais. Bon, c'est ça. Ou que tu as acheté une compagnie, que comme tu as acheté une petite compagnie que comme par hasard, tu te fais acheter par une plus grosse puis pour un gros chèque. Oui, mais il y en a qui sont bons à bâtir des... C'est de la stratégie. Tu sais, si tu n'as pas les connaissances, ça ne t'arrivera pas. Fait que, à moins d'un coup de luck. Mais si tu as bâti ta compagnie avec l'intention qu'elle soit achetée par un gros, et tu sais c'est quoi le parcours, et tu sais c'est quoi l'industrie, puis tu comprends vraiment, vraiment très bien, puis tu t'entoures de fiscalistes, puis tu t'entoures de tech heads, puis de monde qui sont capables de t'aider dans le processus, puis tu vas chercher le venture capitalist aux États-Unis, puis tu t'intéresses les bonnes personnes, puis que tu mets de la sueur de ton front pour le vendre, parce que ton objectif, c'est de vendre l'entreprise puis de capitaliser dessus. Ben, si tu penses que tu vas t'y arriver juste parce que tu l'as acheté, ben non, ça n'arrivera pas. À moins, comme encore une fois, tu vas me dire, oui, mais Justin, ça peut arriver que tu achètes une entreprise qui était déjà sous l'œil de quelqu'un. Mais ceux qui font ça, là, ben, ils ont travaillé des mois à trouver la bonne business. Ils ont quand même travaillé fort, mais eux, ils font leur recherche sur quel business acheter, à quel moment, dans Aussi. quel secteur. You gotta work. That's it. Je veux dire, there is no secret, you gotta work. Puis tu sais, tu me disais tout à l'heure que tu appréciais ma transparence, puis tu appréciais comment je vulgarisais certaines choses. Ce qui me rend moins populaire sur les réseaux sociaux, mais qui me donne un auditoire stable et qui me respecte, c'est que je suis transparent. Je ne prétends pas être quelque chose que je ne suis pas. Je ne prétends pas être plus riche que X, moins riche que l'autre. Quand je suis cassé, je dis que je suis cassé. Quand ça va bien, je dis que ça va bien. Puis ça va pas toujours bien. Des fois, ça va mal. Mais ça ne change pas que, tu sais, souvent, je dis au monde, puis je sais que c'est pas, je sais que je devrais pas dire ça, mais je dis souvent au monde, laissez faire qui je suis, puis écoutez ce que j'ai à dire. Malheureusement, les gens n'écouteront pas ce que tu as à dire s'ils ne savent pas quitter. Aussi. Right? Puis c'est correct. Puis je commence. La fait pas le moine. Ah oui, ça, puis on me dit souvent aussi dans les conférences que je me rabaisse souvent parce que pour moi, c'est ma façon de dire aux autres, je suis comme vous autres, je vous comprends. Mais eux, ce qu'ils me disent, puis ils me le disent verbalement, arrête de faire ça, Justin, parce que nous, on ne veut pas le gars qui est à notre niveau. On est venu voir le gars qui comprend tout. Le 10Xer. Exactement. C'est ça. Mais moi, je ne scamme pas personne. Aussi, Right? comme on disait tantôt. Exactement. Je ne te dirai pas de vendre toutes tes fortunes pour l'investir avec moi quand tu n'auras plus de contrôle sur ton argent. Ça, c'est ça. n'importe quoi. Question pour toi. Qu'est-ce que tu penses des franchises? Parce que aussi, ça, c'est souvent les gens se disent, je vais acheter une franchise. Acheter ou développer une franchise parce que c'est ça. Si tu peux nous parler des deux avenues, rapidement. Faites vos devoirs. Due diligence. Oui. Secteur, faites vos devoirs, regardez si c'est un feu de paille. Tu sais, si le produit est moyen, mais qu'ils font bien de l'argent, ça veut dire que peut-être que tu vas en bénéficier le temps que la réputation n'est pas salie encore, mais ça se peut qu'elle se salisse rapidement. Il y a plein de franchises, d'énormes franchises qui aujourd'hui ne voient plus de clients. Écoute, Tim a failli
fermer toutes les teams. Là. Dans les dernières années, ça a tellement mal été. Le staff n'était pas bon. Ce qu'ils offraient, c'était pas bon. Ils sont en train de se réinventer puis ils ont de la misère à reprendre le dessus. C'est un très bon exemple. Jamais quelqu'un aurait dit Tim, ça marche tout le temps. Ben non, c'est ça. Fait que faites vos devoirs, regardez c'est quoi. Puis c'est drôle parce que le prédécesseur de Tim, c'était Dunkin' Donuts, puis ils ont fermé. Oui, mais ils sont très forts aux États-Unis. Oui, ça c'est vrai. Oui, exact. Ils se sont réinventés complètement aux États-Unis. Puis ils sont meilleurs, là, beignes. Mais il n'y a plus de beignes. On n'a plus de beignerie. Tim Hortons, personne n'achète des beignes au Tim Hortons. C'est du café? Ben, café, sandwich. Tu sais, regarde, là, très rare, tu vas voir quelqu'un sortir avec une boîte de beignes du Tim. C'est vrai. C'est vrai. Fait que ça aussi, la nutrition, ça a changé. Ici, on est beaucoup plus conscient de notre nutrition qu'ils sont aux États-Unis. Fait que moi, je te dirais deux choses. Je te dirais, regarde combien ça coûte partir la franchise. Regarde c'est quoi les avantages de cette franchise-là. Puis, c'est quoi? C'est-tu un peu de paille? C'est-tu nouveau? C'est-tu stable? C'est quoi les contrats? Y a-tu un syndicat de franchisés? Parce que ça, c'est super important parce que tu signes un contrat avec une entreprise, mais si les franchisés n'ont pas un mot à dire dans la gestion, tu sais, il faut se rappeler, puis ça, je l'ai fait le commentaire à propos des Abatiello, justement, sur l'Internet. J'ai dit, tu sais, on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de crédit à la famille Abatiello parce qu'ils en ont, mais on oublie que ceux qui prennent le risque puis qui travaillent pour que cette marque-là prenne de l'expansion, c'est le franchisé. Et quand les Abatiello disent on a 5 000, 10 000 employés, ils n'ont pas 5 000 à 10 000 employés. Ils ont une trentaine d'employés. Puis leurs franchisés ont des employés, puis la totalité de ces employés-là. Mais chaque franchisé est un entrepreneur qui adhère à une bannière. Mais ça, quand tu achètes une franchise, pense-y. Pense à, c'est toi l'entrepreneur. Tu choisis la bannière, c'est pas la bannière qui t'a choisi. Si j'avais un bouton là, je le... boum, 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 effets spéciaux. Parce que tu as 1 million de %. J'adore tellement ça. Parce que rapidement, tu vois, j'ai un ami client que justement, il travaille pour une franchise qui est très connue ici au Québec, puis qui prend beaucoup d'expansion aussi. Puis une des choses qu'il me disait, il me dit, Chris, nous, en ce moment-là, on est prêt à te donner. Là. Si tu nous réfères du monde, si tu trouves la personne veut venir, ils vont je peux pas te dire donner, mais c'est quasiment là, c'est avec le minimum d'investissement, ils sont prêts à t'aider à te lancer, puis il faut juste que tu gères cette place-là. Ben, bon, un de mes très bons amis, c'est Éric Gravel, qui ont parti avec sa famille les magasins Libora. OK. Bon. Puis lui, il a décidé qu'il ne chargeait pas de redevance à ses franchisés. Puis là, il va vendre une franchise Libora, mais il ne va pas chercher une mensualité. Fait que lui, son argent, il le fait sur la distribution, sur les produits, etc. Fait que oui, tu achètes la franchise, tu achètes le droit d'utiliser le nom. Ouais. Mais une fois que ça c'est fait, lui, il ne va pas chercher plus. Right? Son objectif, c'est que s'assurer que toi, tu vends des bons produits, puis il fait sa profitabilité sur s'auto-brander, créer des nouveaux produits, avoir des produits qui sont meilleurs, de meilleure qualité, puis pas avoir de middleman, qui est le distributeur et le fabricant. Je comprends. Ça, c'est smart. C'est smart parce que toi, tu as l'impression que tu achètes une bannière connue, mais que tu n'es pas pris sous le poids de ça. C'est nouveau, on va voir comment ça va. Encore une fois, moi, j'admets tout le monde qui ont le courage de leurs ambitions. Fait que la famille Abatiello, je les admire beaucoup pour leur courage, l'ambition, la volonté de vouloir prendre de l'expansion. Personnellement, en tant que vieux bonze, des fois, je leur dis gentiment, directement à Guillaume et à Elisabeth, red flag, faites attention, telle chose, telle chose, telle chose. Puis ils décident s'ils veulent écouter ou pas, parce que c'est des amis, c'est pas des clients. Mais c'est la même chose. Il faut laisser le temps aux gens de passer à travers le processus, apprendre, manger leur claque. C'était une bonne acquisition, telle affaire? Peut-être, peut-être pas. Y avait-tu des petits lapins qui sortent du chapeau? Moi, ce que j'avais aimé, puis j'avais expliqué ça dans une capsule, ce que j'aime de leur stratégie, c'est que, oui, ils ont des franchises, mais ils développent un parc immobilier à côté qui va soutenir les franchises. Fait ils ont plusieurs volets qui s'auto-soutiennent. Ils sont en train de créer un écosystème. Puis ça, c'est ce qui va faire qu'ils vont passer à travers les moments difficiles. Je comprends, parce qu'ils vont avoir quelque chose sur quoi s'accoter, comme tu as dit tantôt. Oui, exactement. Pour terminer, quelques petites questions rapides, mais qu'est-ce que tu penses aussi de la nouvelle vague, de la nouvelle tendance qui est le reprenariat? Parce que ça aussi, les gens pensent que c'est un beau exit. Quand je dis un beau exit de leur situation présentement, de je me lance là-dedans, je vais racheter une compagnie, puis je vais la 10X.
OK. Mais je pense pas que les gens veulent la 10Xer. Je pense que ces gens-là veulent juste avoir l'entreprise puis ses revenus. Puis, tu sais, les jeunes de ce monde, eux autres voient le 10Xing. Right? Mhm. Ça veut dire que si tu as 21 ans, il y a des jeunes qui sont vraiment poussés vers l'entrepreneuriat. Et eux, oui, ils voient ça comme ça. Ah, une occasion de prendre une petite entreprise, mom and pop shop, puis en faire une grosse entreprise. Mais bon, ils n'ont pas le bagage ni l'expérience, peut-être, pour l'amener où est-ce qu'ils pensent. Mais s'ils sont brillants, Mhm. comme certains jeunes qui me suivent et avec qui je converse, qui sont hyper intelligents, ils sont tranquillement en train d'écouter la sagesse des gens qui les entourent, puis ils disent, OK, parfait, je comprends que ça va prendre un certain temps, et je vais le faire graduellement, puis je vais apprendre les fonctionnements de cette Step by entreprise-là, step. et graduellement, je vais prendre l'expansion. La réponse à ta question, c'est you get what you pay for. Fait que pour les non-anglophones, c'est que tu vas recevoir ce dont tu as payé. Mhm. Fait que les gens qui pensent qu'ils vont faire un super deal sur une entreprise qui est rentable se tirent dans le pied. C'est sûr que vous allez payer le prix de la valeur. De qu'est-ce que... Oui. Puis très souvent, les messieurs qui ont mis 30 ans, 45 ans à bâtir leur business veulent plus que la réelle valeur de leur entreprise parce qu'ils surévaluent la réelle valeur C'est sur la le même marché. chose dans l'immobilier. Exactement. Oui, je sais, nous, on a des maisons qu'on veut vendre, puis On on est- surévalue tout le temps. on a vraiment surévalué, puis là, on est comme, ah, merde. Bon, ben, tu sais, puis pourtant. Mais je sais c'est quoi la valeur sur le marché qu'elle devrait être, mais entre ça puis le prix, tu sais, Mhm. OK, je vais te dire ça d'une autre façon. Puis ça, je dis ça souvent parce que le monde, tu sais, moi, je collectionne les montres, puis on me demande toujours, les montres, ça prend toujours de la valeur, puis je dis toujours la même chose. Ce que tu as vaut ce qu'une personne est prête à payer ou ce que toi, tu es prête à laisser aller. Puis si moi, ma montre, tu n'es pas prête à payer, on dit qu'elle vaut 100 000, Mhm. puis tu veux payer 50, puis je trouve jamais personne qui veut l'acheter en haut de 50, ben même si elle vaut 100 000 dans les livres, elle vaut 50. 100%. Mais pour toi qui veux l'acheter, si moi je suis vraiment pas prête à la laisser aller en bas de 100 000, elle vaut 100 000. Ouais. Tu comprends? Oui, C'est ça. c'est Mais fou. c'est pas le marché réellement. Le marché, il décide, mais le marché papier qu'on voit sur l'Internet, tu sais, quelqu'un qui veut vendre un nom de domaine à 10 000 si tu n'as pas d'acheteur, il ne Mhm. vaut pas 10 000. Non, il vaut vraiment pas 10 000. Mais une maison, c'est la même chose. Tu as beau une maison que tu penses qu'il vaut 16 millions de dollars sur le bord d'un lac ou sur le bord d'un terrain de golf, puis si tu n'as pas d'acheteur, ben, tu sais, on a vu, là, on a des maisons à 50 millions qui se sont vendues 8 puis 9 millions. Là. Mhm. Tu sais, puis ils étaient affichés à des prix de fou, puis se sont vendus au tiers du prix. Ben, c'est le même principe. Eh boy, il nous reste quelques minutes. Ben, Qu'est-ce que si c'était à recommencer avec tout ton bagage, tes connaissances, tu sais, ton track record, etc., si c'était à recommencer, qu'est-ce que tu ferais? Puis on t'enlève tout. On t'enlève tout, tu as juste tes connaissances, on te met sur un autre continent, tu dois repartir à zéro, mais tu es plus jeune, tu as plus d'énergie, tu as plus de temps devant toi. Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu irais dans la même direction ou ouais. tu ferais Je ne changerais d'autres rien choses? de ma vie, moi. Non? Non. Puis recommencer à zéro, je le fais, comme je l'ai dit, aux 5 ans. là. Tu sais, moi, je suis en redémarrage là, quand je veux dire, avec les différentes entreprises, le centre explose qui m'a coûté plus cher que. Tu sais, je donne beaucoup plus que je reçois. Puis là, je suis à un stade où il faut que j'arrête de donner puis je recommence à recevoir. Tu comprends? Fait que je dois me réaligner pour réaccumuler. Je comprends. Ça ne veut pas dire que ma retraite ou etc. n'est pas déjà réglée, mais dans mon quotidien, de payer mes comptes à tous les jours, ben, je peux être dans une situation précaire comme tout le monde. J'aime que tu dis ça parce que quand que le documentaire de Luc Poirier sur Crave, j'étais même fiberglassé quand que c'est même Isabelle, sa conjointe, qui le disait que des fois, ils embarquent dans des deals où, non, plutôt, plus précisément, plutôt, il y a un acte de vente qui s'en vient, ils n'ont même pas tout l'argent. Ouais. Puis ils doivent vider leur carte, leur marge de crédit pour pouvoir finaliser le deal chez le notaire. Ouais. C'est un petit peu qu'est-ce que tu viens de dire là? Oui, on a ça en commun, Luc et moi. On est... Ben, les entrepreneurs en général. Non. On n'a pas tous le même goût du Non. risque. On a tous le goût du risque, Oui. mais on n'est pas tous aussi débiles les uns que les autres. Moi, je suis dangereusement débile. Je suis vraiment all-in sur tout. Et ça m'a mis dans des situations extrêmement précaires. Je ne suggère pas ça à personne qui n'est pas capable de soutenir ce rythme-là. Et malheureusement, comme on l'a parlé pour nos conjoints et nos conjointes, ben, ça crée des frictions, puis ça crée des pressions financières sur eux autres qui ne méritent pas toujours. Fait que, ouais, tes amis aussi. Tu sais, pour que tu aies un cercle, OK, si tu es pour vivre une vie comme celle-là, puis là, je connais pas assez Luc personnellement pour savoir si... Non, on il est parle en comme ça. général, mais... Ouais. Mais
moi, ce qui m'a sauvé, c'est que je suis une bonne personne foncièrement et que je m'entoure de bonnes personnes et que les gens qui sont autour de moi savent et ont eu les preuves que je suis une bonne personne. Ce qui veut dire que quand je vis des moments qui sont extrêmement précaires, j'ai le soutien, peut-être pas financier, mais j'ai au moins le soutien moral puis l'amour nécessaire pour ne jamais tomber dans une situation où est-ce que j'ai le goût de faire quelque chose de Je stupide. comprends. Ouais, je comprends. Trois conseils pour quelqu'un qui veut se lancer dans peu importe c'est quoi. Dans quelque chose qui lui passionne. J'ai déjà répondu à cette question-là, puis attache ta tuque, ça va être une hostie de bumpy ride. Vas-y. C'est ça la réponse. OK. Ouais, c'est ça. Répète-le encore. Ah ben, attache ta tuque, it's gonna be a bumpy ride. Ça va être raide, ça va être dur. Puis on se l'est dit en privé, je vais le répéter, je vais toujours le répéter, c'est quand ça va bien que le coup de pelle s'en vient. C'est jamais quand tu t'y attends. C'est toujours quand ça va super bien. C'est toujours quand tu penses que tu as la recette secrète puis tu essaies de la répliquer, puis là, soudainement, tu réalises que ça ne marche pas du tout puis que tu as réinvesti autant d'argent puis d'énergie dans un projet que tu avais mis puis que la première fois, ça a marché puis tu ne comprends pas. Pourtant, tu as fait exactement la même chose, mais là, ça ne marche pas. C'est ça, la business. Je te reformule la question différemment. OK. C'est la dernière. Ah, vas-y. Enlève qu'est-ce que tu viens... Ben, tu peux pas dire qu'est-ce que tu viens de dire. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à la version plus jeune de toi-même? Au petit kid de 16 ans qui se lançait, qui a un horizon devant lui. Ben, je dirais que tu as deux choix dans la vie. Tu fais le party avant ou tu fais le party après. Choisis. Boum, boum, boum. Ghislain, un gros merci pour ton temps, Merci à pour ton toi, c'était partage. super intéressant. Puis j'espère te réavoir dans C'est tes gentil. prochaines années, dans tes 5 prochaines années pour que tu nous partages justement d'autres belles aventures. Puis avant de C'est gentil. terminer, Oui. je fais des événements club privés sur le terrain où est-ce que j'ai des personnes comme toi qui font des grandes choses, qui viennent nous décortiquer. Justement, pas de suivre une formation, pas des oui-dire, de coups de circuit sans avoir les détails, mais que, admettons, je rassemble du monde dans une salle, puis tu viens nous décortiquer un petit peu le monde des affaires, comment se lancer, comment réussir, comment Bien sûr. 10x. Bien sûr. T'es Ben, partant? on le fait à travers nos propres événements. Fait que vous pouvez aller voir les centres Explose. OK. Puis aussi, j'accepte toujours les invitations à venir parler puis aider les gens. Ça me fait toujours très plaisir. Puis, tu sais, je vais me plugger. Vous pouvez aller voir mon livre, La théorie du succès, qui est disponible sur Amazon. Et aller voir les grips de hockey Flaze, F-L-A-Z-E, sur F-L-A-Z-E sport, pas de S.com. Ou .com. Ça, c'est un autre des entreprises. Là. Ça va être débile dans le domaine des sports. Si tu as des photos, vidéos, tu nous le partageras, on le mettra justement va à me faire l'écran pendant plaisir. que tu dis ça. Puis Fait où que est-ce je suis toujours ouvert à venir parler, à venir jaser, puis à être disponible pour les gens. puis où est-ce que les gens peuvent te suivre, rentrer en contact avec toi s'ils veulent utiliser tes services de consultant? Je vais dire ce que je t'ai dit en privé. Toujours aller voir le background de quelqu'un sur LinkedIn. Vous allez voir si ce qu'il vous dit, c'est vrai. Parce que s'il n'y a pas de recommandation, puis il n'y a personne qui y parle, puis personne ne le suit, puis qu'il y a un CV incroyable, ben, vous savez que c'est peut-être pas tout vrai. Puis sinon, ben, vous allez avoir au moins des recommandations des gens qui ont parlé en bien de cette personne-là. Puis vous allez voir tout son parcours professionnel. Puis je suis sur LinkedIn sous Ghislain Roy. Je suis sur Facebook sous Ghislain Roy. Vous allez voir, il y a un petit crochet bleu pour moi. Je suis sur YouTube. Je suis sur TikTok sous Ghislain Roy Explose et Ghislain Roy Styles. Vous allez me trouver. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Un gros merci, Ghislain. Merci à toi. Boum. Bye. Boum, boum, boum. Dites-moi comment vous avez trouvé Ghislain. Parce que je vais être franc avec vous. Ghislain, pas Ghislain Roy, mais la façon qu'il explique, qu'il vulgarise, qu'il est authentique, qu'il est vrai, qu'il nous raconte pas de bullshit, qu'il nous dit les vraies affaires, est littéralement une des raisons, que je voulais partir un podcast, une plateforme où est-ce que je pouvais avoir des gens que je pouvais passer en entrevue et connecter avec eux autres. Parce que la réalité, c'est que même avant que je me lance dans le courtage immobilier, quand je rencontrais des gens d'affaires, des vrais gens de business, des opérateurs de business, des personnes qui étaient autant dans leur business que sur leur business, peu importe le terme, sincèrement, très souvent, j'avais des vraies conversations comme ça, où est-ce qu'ils te disaient les vraies affaires. C'était pas de niaiserie, pas de bullshit, pas de flafla, pas de poudre aux yeux. Ils disaient les vraies affaires, mais en même temps, avec le petit coup de pouce, puis la petite piste pour aller dans la bonne direction. Dites-moi dans les commentaires, vous, comment vous avez trouvé Ghislain?
Moi, de mon côté, j'ai adoré qu'on a pu parler du monde des affaires, comment il s'est lancé, des franchises. Je ne m'attendais même pas à parler des franchises, mais je me suis dit, tant qu'il soit là, on a parlé des private equity, on a parlé du reprenariat, de la réalité des hommes d'affaires, du monde, quand je dis les hommes, femmes d'affaires, peu importe, la réalité derrière le monde des affaires. J'ai adoré comment il était authentique. Je l'ai dit pendant l'entrevue, mais vous, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Regardez, pour faire court, vous pouvez aussi écrire 2 choses. Dites-moi qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui a résonné avec vous, ou sinon, écrivez #authenticité. Oui, ou #authentique, #authenticité pour que je sache et que Ghislain sache aussi que vous avez aimé l'entrevue. Ça, c'est de 1. De 2, écrasez le bouton j'aime, partagez cette vidéo-là pour les gens que vous savez que cette vidéo-là peut servir. Puis aussi, regardez, j'ai une immense gratitude pour tous ceux et celles qui sont déjà abonnés, pour tous ceux et celles qui commentent, qui me posent des questions, pour tous ceux et celles qui écrasent le bouton j'aime. Sincèrement, j'ai une immense gratitude parce que c'est grâce à vous que j'ai tout ça, que j'ai amené, que j'essaie de constamment peaufiner, raffiner pour ramener le podcast à un autre niveau. C'est tout ça, c'est grâce à vous. Donc, j'ai une immense gratitude. Puis pour ceux que ce n'est pas encore fait, pour ceux qui sont présents sur la chaîne YouTube Better Call Chris, mais qui ne sont pas encore abonnés, regardez, la meilleure façon de me donner un boost, de donner une petite tape sur l'épaule, de m'encourager, de me donner le boost pour aller chercher des personnes, pour vous créer du contenu, arriver avec de l'innovation dans la manière de vous apporter du contenu. La meilleure chose que vous pouvez faire, sincèrement, qui va me toucher encore plus, c'est de vous abonner. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez. Sincèrement, mais de vous abonner, c'est ça qui fait toute la différence. Et je vous apprécie pour ceux qui le font, pour ceux qui l'ont déjà fait, puis pour ceux qui vont le faire. Aussi, petites annonces rapido. Vous avez entendu Ghislain. Ghislain est prêt à venir sur mon club privé. J'ai d'autres personnes aussi qui s'en viennent pour le club privé. Prenez l'habitude d'aller dans les liens dans la description, dans le bas de cette vidéo-là, parce que c'est là que le lien va se retrouver pour les futurs événements du club privé. Je ne sais pas exactement quand est-ce que cette vidéo-là va sortir. Quand est-ce mon prochain? J'ai déjà des idées en tête. Je parle à différentes personnes. Je suis en train de créer un line-up aussi avec un site web. Mais pour ce faire, pour être au courant, à l'affût de qu'est-ce qui s'en vient, prenez l'habitude de toujours aller voir dans la description, dans le bas de mes vidéos. Ça, c'est de 1. Si vous voulez que je vous aide à vous lancer en business, partir un fonds d'investissement, devenir un investisseur immobilier, si vous désirez, comment je pourrais dire, vous êtes plus quelqu'un qui veut embarquer, mais qui veut être plus passif, regardez, je peux vous aider avec tout ça. Évidemment, moi, ma fondation, qu'est-ce que je vais vous aider à vous partir, si c'est de vous partir en business ou de partir un fonds? Ben, moi, la fondation, c'est l'immobilier. J'ai le track record, j'ai l'expérience, j'ai les connaissances depuis plus de 15-16 ans que je suis dans le domaine du courtage, où est-ce que je côtoie des personnes comme Ghislain, des investisseurs de renom, où est-ce que j'ai mes propres expériences, comme qu'il l'a dit, où est-ce que j'ai des ferles moi-même, les ferles de mes clients. Je peux littéralement vous aider à vous dans toutes ces sphères-là, que ce soit de vous lancer en immobilier, que ce soit de vous partir en business, que ce soit de partir un fonds d'investissement, que ce soit d'embarquer en tant que partenaire passif, que ce soit de trouver des opportunités. Sincèrement, je peux littéralement vous aider. Puis même, surtout pour ceux qui désirent faire leur toute première acquisition, ceux qui sont des intermédiaires, ceux qui sont des investisseurs expérimentés, prenant le temps d'avoir une conversation ensemble, allez cliquer le lien dans le bas de cette vidéo-là pour qu'on puisse tout simplement avoir une petite consultation ensemble. Et dernière chose aussi, 2 derniers points, soit des fois j'organise ou je participe à des événements réseautage. Encore une fois, prenez le temps d'aller voir les liens dans le bas de cette vidéo-là. Et la dernière chose, c'est que je suis en train de former et de bâtir une équipe de prospecteurs pour trouver des deals hors marché. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu désires avoir un sideline, si tu désires mettre la main sur des opportunités ou que tu recherches des opportunités, clique le lien plus bas pour tout simplement, encore une fois, avoir une conversation avec moi pour que je puisse t'aider à naviguer, soit à devenir un bird dog, un prospecteur immobilier, ou si tu es quelqu'un qui recherche des opportunités, ben, prenons contact ensemble pour que lorsque les opportunités, le momentum va commencer à rentrer, ben, que je puisse te les partager. Et si vous aimeriez avoir d'autres trucs, astuces ou stratégies gagnantes en immobilier, business et en affaires, je vous suggère de regarder cette vidéo-là.